a une journée chargée sur un sujet majeur qui est la stratégie de contenu. On va aborder ça aujourd'hui. Alors, je vais essayer de faire le cours le plus compact possible, le plus dense possible, peut-être un petit peu dur à suivre, mais le plus dense possible pour laisser le plus de place aux exercices. Il y aura un challenge pour gagner des petits points supplémentaires et un quiz en fin de journée. Alors, le quiz aujourd'hui, pour vous faciliter la tâche, portera que sur le cours d'aujourd'hui. Donc, on commence le content et à la fin de la journée, on fait le quiz sur le content. Donc, on est vraiment dans une journée assez facile, pas trop de cours et un quiz qui porte sur le bon sujet. Alors, je me branche ici. Et bien sûr, n'hésitez pas, je ne le dis pas à chaque fois parce que c'est évident, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions et à me dire s'il y a des choses pas claires d'hier, puisqu'on va s'en servir pour faire le cours d'aujourd'hui. Donc, si vous manque des notions, si c'est pas clair, surtout dites-le. Donc, on est à épisode 4, Content Marketing. Donc, c'est parti pour le content. Juste avant, comme d'habitude, un petit previously pour vous rappeler le tout premier cours avec UX. C'est vraiment le mot que je veux que vous reteniez. Tout ce qu'on fait en com, ça doit améliorer la satisfaction, l'expérience utilisateur. Ça, c'est le deuxième cours. Définition du marketing, créer de la valeur. Le marketing et la communication créent de la valeur. Et quelqu'un qui vous aime plus, bah pour vous, c'est une valeur supplémentaire. Donc, se faire aimer par le public, c'est un objectif de communication et ça crée de la valeur dans l'esprit des personnes. Ce qu'on a fait au deuxième cours, c'est toutes les DNVB, Digital Native Vertical Brand. Le mot important, bien sûr, c'est vertical, l'intégration totale de tout. Hier, on a parlé de tout, la fabrication, la recherche, la distribution, la communication, le digital, tout à l'intérieur d'une même marque. On a parlé hier d'Aromazone. On aurait pu parler de typologie, on aurait pu parler de Respire, on aurait pu parler de toutes ces DNVB dans la cosmétique qui, petit à petit, grignote les parts de L'Oréal, qui est la grosse boîte de cosmétiques mondiale, 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, présent dans le monde entier, etc., etc. Et il n'y a aucun compétiteur global contre L'Oréal, mais il y a plein de petites DNVB qui viennent piquer des marchés complets à L'Oréal. Et L'Oréal, petit à petit, va avoir du mal à grossir. Donc, ils grossissent parce que quand eux, ils décident d'aller en Chine, ils mettent 1 milliard d'euros pour se développer en Chine. Donc, forcément, le chiffre d'affaires de L'Oréal progresse. Mais si on regarde la consommation de produits L'Oréal dans les hypermarchés ou la consommation de produits L'Oréal chez les coiffeurs ou la consommation de produits L'Oréal en ligne, et en France, voilà, périmètre beaucoup plus précis, ou en Europe, la part de marché décroît. Tous les ans, ils se font voler 1%. Alors 1% par Aromazone, 1% par Respire, 1%, alors peut-être pas 1% par typologie, parce qu'ils sont plus petits, mais 1% par toutes ces marques SVG, non, SVG c'est les graphiques, SV, ça vous parle? SNV, SVN, une marque de cosmétiques, ça vous parle pas? SV? SVR, ok. J'ai du mal avec les acronymes. Et puis il y en a encore plein d'autres et chacune vient grignoter comme une DNVB, vient grignoter. Par exemple, Ralph Lauren, c'est le grand leader de l'habillement masculin. Ben, le slip français est venu grignoter, DNVB est venu grignoter juste le underwear. Et ben, ça, c'est une veste, le slip français. Et un petit peu après, d'autres choses, est venu grignoter des petites parts de marché de Ralph Lauren. Alors bien sûr, c'est pas un compétiteur de Ralph Lauren, ils font pas de costume, ils font pas de cravate, ils font pas tout l'habillement masculin, mais sur les caleçons, et c'est parce que ce que les Français fait majoritairement, ils ont vendu 400 000 slips, 400 000 caleçons, pardon, depuis septembre. De septembre à décembre, ils ont vendu 400 000 caleçons.
Donc, ces 400 000 caleçons, c'est des caleçons à 40 euros. Hein. C'est pas des caleçons de chez Primark à 2 balles. Hein. C'est des caleçons à 40 euros. Ils sont venus prendre des parts de marché à Ralph Lauren, à des marques Hugo Boss, Calvin Klein, par exemple. Ces 400 000 caleçons, ils les ont pris à quelqu'un. Donc, ces DNVB grignotent les parts des grandes marques petit à petit. Hier, on parlait d'une banque Revolut. Revolut, c'est une DNVB, une fintech. Revolut prend des parts de marché, tout petit peu de parts de marché, 1, 2, 3%, à BNP, à Société Générale. Alors, ils ne sont pas compétiteurs de BNP et Société Générale parce qu'ils ne font pas de prêt automobile, ils ne font pas de prêt immobilier, ils ne font pas de conseil financier. Il y a plein de choses qu'ils ne font pas. Ils n'ont pas d'agence bancaire, on ne peut pas faire de chèques chez Revolut. Donc, il leur manque plein de choses. Mais néanmoins, c'est une DNVB. Ce qu'ils font, ils le font mieux que personne. C'est-à-dire que le taux de change international, Raled peut en témoigner, le taux de change international, il est direct, les services sont hyper rapides, hyper précis, on a du cashback sans cesse et on a des comptes rémunérés à 2-3%, je ne sais plus combien. Ça dépend de l'abonnement. Enfin, il y a des abonnements d'abord. Et si tu as l'abonnement supérieur, tu reçois épargner plus. D'accord, donc le compte courant, là où vous mettez votre salaire dans les banques classiques, qui est bien sûr jamais rémunéré dans une banque classique, parce qu'il faut payer les agences. Chez Revolut, qui n'a pas d'agence, l'argent que vous déposez en salaire, c'est 2-3% suivant le contrat, 2-3% de rémunération. C'est pas grand-chose. Mais quand on ajoute 2-3% de rémunération, plus du cashback, plus zéro frais, la différence avec une banque SG qui va vous prendre des frais, pas de cashback, pas de rémunération, la différence, elle se fait de 300, 400 euros par an. Donc, ça devient tout d'un coup extrêmement intéressant de mettre son salaire chez Revolut, qui en plus vous donne, pour ceux qui sont résidents français, pour ceux qui sont en France, vous donne un IBAN en France. Donc, il y a certaines sociétés qui n'aiment pas payer les salaires dans un IBAN étranger. Si j'ai deux banques, moi j'ai N26 qui est domiciliée en Allemagne, donc c'est une banque allemande, travaille en France, mais c'est une banque allemande. Et quand je donne mon IBAN allemand à une société française, il y en a qui me disent ah, non, nous, on ne peut pas payer un salaire sur une société, sur une banque étrangère. Il faut que vous ayez un compte en banque en France. Bon, du coup, j'ai Revolut, qui est un compte bancaire français, avec un IBAN domicilié en France. Donc, c'est 2,18%. 2,18%. C'est pas grand-chose. Mais si vous avez en moyenne 500 euros, un peu plus en début de mois, un peu moins en fin de mois, si vous avez en moyenne 500 euros à l'année sur votre compte, ça fait 2%, 2% de 500 euros qui viennent dans votre poche plutôt que de payer l'électricité des guichets automatiques de la Société Générale qui consomment plus. Vous avez souvent entendu parler des crypto-monnaies, du Bitcoin qui consomment, qui consomment, vous arrivez en couple. Est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Vous avez sûrement entendu parler du Bitcoin qui consomme beaucoup d'électricité. Bien, l'électricité consommée par le Bitcoin est inférieure à l'électricité de tous les guichets automatiques de banque du monde. Donc, quand on additionne, parce que les consommations, le guichet automatique de banque, il est éclairé H24 en attendant de faire, je ne sais pas combien il y a de retraits. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a un guichet automatique de La Poste qui est boulevard de la Villette, devant lequel je passe en vélo tous les jours, le matin et le soir. Tous les autres guichets, tous les autres distributeurs automatiques sont vides. Et le guichet de La Poste, qui est boulevard de la Villette à côté de chez Tati, il y a toujours la queue. Il y a 50 personnes qui font la queue. Il y a trois DAB, trois distributeurs automatiques du billet. Et il y a là, il y a toujours la queue. Celui qui est à droite, à gauche, il n'y a personne. Celui de la Poste, il y a toujours la queue. Je n'ai jamais compris pourquoi. Si quelqu'un le sait, je suis preneur d'informations. J'étais donc sur cette démonstration de tous les guichets automatiques qui sont ouverts, qui sont éclairés, qui sont en fonctionnement, qui sont connectés au centre, etc. H24 pour certains 4-5 retraits par jour. Quand on additionne la consommation électrique de tous les... aux États-Unis, on appelle ça un ATM, Automatic Transfer, Automate, je ne sais pas quoi. Bon, peu importe. Quand on additionne la consommation de tous ces distributeurs automatiques, c'est moins que la consommation électrique du Bitcoin. Donc, vous voyez, quand on passera de la banque traditionnelle à la fintech et aux crypto-monnaies, il n'y aura pas d'augmentation énergétique mondiale.
Si on ferme tous les guichets automatiques de banque, ça fera une très, très grosse économie. Donc, j'étais juste sur ce simple petit truc-là, DNVB, Digital Native Vertical Ground. Ça faisait partie du quiz d'hier. Vous avez tous bien répondu parce que vous êtes bien assistés par des bons outils. Mais les exemples de DNVB, je ne sais pas dans quelle grande entreprise vous pouvez être les uns les autres, mais sachez que votre grande entreprise, qui dans sa globalité est intouchable parce que elle a atteint une taille critique, elle est grosse, elle est puissante, il y a des gens formés, des salariés, des réseaux et tout. Dans sa globalité, votre société n'est pas attaquable, mais petit pan par petit pan, elle est attaquable par des DNVB qui vont faire un produit parmi les 100 que vous faites, qui vont faire un produit, mais mieux que vous. Grand exemple, je pense que si je vous l'ai déjà cité, arrêtez-moi, grand exemple de DNVB dans le B2B, Payfit, qui fait des fiches de paye. Ils sont spécialisés en fiches de paye. Ils se sont montés des NVB totalement en 2000, 2005. Ils ont dit, nous, on fait que des fiches de paye. Alors, on leur a dit, c'est complètement stupide parce que les fiches de paye, elles sont faites gratuitement par les ACDIC, elles sont faites gratuitement par l'URSSAF, pardon, pas les ACDIC, je suis erreur de ma part. Elles sont faites gratuitement par URSSAF, elles sont faites gratuitement par le TZ, elles sont faites par les experts comptables de toutes les boîtes et elles sont faites par tous les logiciels qui sont installés dans la comptabilité des entreprises. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde fait sa fiche de paye quasiment gratuitement. Donc, ça ne sert à rien que vous arriviez sur un marché où tout le monde fait déjà sa fiche de paye. Sauf que DNVB, ils font les fiches de paye, ils ont complètement verticalisé les fiches de paye et ils font les fiches de paye mieux que tout le monde. Donc, les responsables paye d'entreprise, quand ils voient une démo de Payfit, ils disent, ah bah, on veut faire nos fiches de paye avec Payfit parce qu'ils font mieux que tout le monde. Donc, Payfit ne peut pas attaquer des gros logiciels, je ne sais pas si vous les connaissez, comme SAP, comme Oracle, des grosses boîtes qui font comme Cegid, qui font des gros logiciels mondiaux. Mais sur la fiche de paye, ils ont tué tout le monde. Que sur la fiche de paye, pas sur le reste, que sur la fiche de paye. Alors, d'ici qu'ils passent de la fiche de paye aux notes de frais, des notes de frais aux demandes de vacances, des demandes de vacances au, je sais pas quoi, un autre sujet qui serait intéressant, au compte épargne salarié, au compte action, ça, ils peuvent comme ça grignoter, et ils prendront jamais la place d'un SAP, mais ils peuvent grignoter. Donc dans vos boîtes, qui sont des grosses boîtes généralement, dans vos boîtes, qui se sentent intouchables, méfiez-vous des DNVB qui arrivent. Autre DNVB hyper connu, Alan, qui fait la meilleure assurance maladie, enfin la meilleure mutuelle maladie du monde. Moi, je suis chez Alan, quand je suis dans l'ascenseur pour sortir de chez le médecin, donc je sais pas, 3 minutes après la fin de ma consultation et le fait que je paye, je suis déjà remboursé par Alan. Et donc, il me donne directement, comme vous recevez une notification, remboursement gynéco, alors j'y vais pas, hein, remboursement gynéco ou proctologue ou ce que vous voulez, remboursement 25 euros. Donc, la Sécu, elle met 5, 6, 10 jours à arriver, mais je suis remboursé du complément mutuel dans l'ascenseur du médecin. Pareil à la pharmacie, pareil chez le dentiste. Quand je donne un devis de dentiste à Alan, le dentiste me fait le devis. Alors, un machin, un truc, un bidule, ça va coûter n'importe quoi, 500 euros. Je photographie le devis, je l'envoie à Alan. Dans les 5 minutes, le dentiste n'a pas encore commencé les soins. J'ai déjà la réponse, alors positive ou négative, mais j'ai déjà la réponse. C'est accepté, donc bing, on peut commencer les travaux. En temps réel. Donc, bien sûr, ça suppose de l'IA, mais tous les assureurs qui pensaient être trop gros pour être en compétition avec un nouvel arrivant, Alan, il est arrivé, Jean-Charles Samuelian, c'est le patron d'Alan, il est arrivé et bing, DNVB, il a tué tout le monde sur la mutuelle santé. Il ne fait pas l'habitation, il ne fait pas l'IARD, il ne fait pas l'incendie, il ne fait pas la voiture, il ne fait pas tout ça, mais il a tué tout le monde sur la mutuelle santé. Donc c'est ça les DNVB. J'étais un petit peu long, mais c'est parce que ça faisait partie du quiz d'hier et pour ceux qui avaient répondu rapidement, c'est un petit rafraîchissement. Et ça, c'est ce qu'on a vu hier avec le Sales Funnel. Retenez bien ce terme de funnel, F-U-2-N-E-L, entonnoir, avec le fameux lead nurturing qui nous permet de passer de A, awareness, à A, acquisition, à A, activation, au R de return, au R de revenu et au R de referral.
Pour aller du proof of concept au product market fit, il y a toutes les étapes de prototypage, de MVP, etc., etc. Là, c'est la fiche de toutes les stratégies que vous avez étudiées, le fameux AARRR. C'est quoi la secret sauce ou la stratégie de toutes les entreprises? C'est de solutionner un problème. Il n'y a pas d'entreprise. Donc, il faut d'abord trouver les problèmes à résoudre. Qui a un problème? Qui a perdu sa carte d'étudiant? Qui a un problème de carte d'étudiant? S'il n'y a pas de problème, ça ne sert à rien de mettre une puce RFID qui sonne et qui coûterait 2 euros. Et qui, non. Mais si maintenant tout le monde perd sa carte d'étudiant au moins une fois de sa scolarité et que ça lui pourrit la vie, bah, si c'est un problème, on peut se pencher pour trouver une solution à ce problème. Et il y a des solutions à 2 euros, 3 euros par carte. Il y a des solutions qui vous permettent de ne pas perdre votre carte, de ne pas perdre vos clés ou de ne pas perdre votre carte bancaire ou ce que vous. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a vu hier. Donc euh, on est, euh, on est bon là-dessus. On a parlé hier, enfin, on a parlé avec un élève, j'ai parlé de Shark Tank. Alors, Shark Tank, c'est une émission américaine où il y a quelqu'un qui veut lever des fonds et qui se présente devant 4 investisseurs et qui fait son pitch. Et son pitch est généralement très, très, très bien fait pour séduire les investisseurs. Alors, Shark Tank, ça devient en Angleterre Dragon Den, la cage. Shark Tank, c'est le réservoir de requins. En Angleterre, ça s'appelle Dragon Den, la cage des dragons. En France, ça s'appelle Qui veut être mon associé? Alors, aux États-Unis, ils lèvent généralement 300, 400, 500 000 dollars. En France, c'est plutôt 50 000 euros. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça existe. Raleigh m'a appris que ça existait aussi en Égypte sous le nom de Shark Tank. Donc, je ne savais pas qu'ils avaient exporté tout ça. Mais tout ça, tout ce système-là vient de, là c'est en orange au-dessus de ma tête, vient de YC. Alors, retenez ces 2 lettres. YC, ça vous parle, YC? J'en ai déjà parlé. YC. Non? Y Combinator, donc Y Combinator, c'est le nom de l'entreprise, et Y Combinator, donc Y Combinator, c'est le plus fameux investisseur en start-up du monde. C'est les meilleurs du monde pour investir dans les startups. Et le principe de YC, donc de Y Combinator, le principe de YC, qui sont à San Francisco, c'est de faire venir à San Francisco une cinquantaine de startups par trimestre. Donc les startups restent 3 mois à San Francisco, travaillent nuit et jour sur l'élaboration de leurs produits, donc elles sont sélectionnées. On dit, c'est la légende, mais c'est vrai, c'est plus dur d'être sélectionné par YC que de rentrer à Harvard, tellement il y a de demandes pour être financé par YC que bah, il sélectionne un pour 1000 ou un pour 2000, peu importe. Il y a une grosse, grosse, grosse sélection. Et une fois qu'on est dans YC, donc on est coaché jusqu'au fameux, alors retenez le nom, jusqu'au fameux Demo Day, le jour de la démonstration. Donc le Demo Day, c'est un jour absolument fantastique pour les startups. Elles ont 3 minutes pour pitcher leur startup, leur demande d'investissement, devant un parterre qui est sélectionné par YC dans un théâtre, qui s'appelle le Moscone Center à San Francisco. Et dans ce Moscone Center, il y a 200 banquiers qui ont minimum 10 millions à investir dans les startups. Donc là, vous pitchez sur la scène et devant vous, il y a entre 150 et 200 banquiers qui ont minimum, c'est la sélection, 10 millions à investir. Et donc vous pitchez et à la fin de votre pitch, on dit bon, bah, la startup de Raleigh, par exemple, sera en salle 8. Et donc on note, moi je suis intéressé par la startup de Raleigh, je note salle 8. Et donc à la fin de la présentation des 50 startups, je vais salle 8 et bah, je pose mon chèque sur la table et je dis à Raleigh, voilà, je vous donne 1 million, 2 millions, suivant la technologie, je vous donne tant pour 10% de votre boîte. Alors Raleigh va me dire, bah non, 10% c'est trop, enfin, négociation. Et donc ce jour-là du démo day, à la fin du démo day, les startups repartent avec 1, 2, 3, 10, 50 millions. Donc c'est un jour magique et il y en a 3 à 4 par an de Demo Day. Et c'est de ce Demo Day qu'est venue l'idée de faire Shark Tank aux États-Unis. Et après, ça a été copié par Dragon Den et par Qui veut être mon associé. Alors chacun son petit format, chacun sa petite idée. Joliment tôt. Tu l'avais déjà hier?
Tu avais déjà ce manteau hier? Ouais. Ah, joli manteau. Oh, merci. Donc, retenez YC, Y Combinator, et les fondateurs. Et qui a été un des fondateurs de YC? Sam Altman, qui est aujourd'hui le CEO de OpenAI. Donc, si vous regardez les vidéos de Sam Altman il y a 5 ans ou 4 ans, il était chez YC et il faisait passer enfin, des examens, non, mais il faisait du mentoring aux startups pour qu'elles développent leurs produits, pour qu'elles développent leurs spécialités. J'en profite avant d'aborder le sujet du cours. Donc, le sujet du cours d'aujourd'hui, c'est stratégie de contenu. J'en profite juste pour vous dire, je l'ai déjà dit hier, mais je le répète aujourd'hui, que c'est le CES de Las Vegas en ce moment même, euh, Customer Consumer Electronic Show, que là se décident les plus grosses innovations. Et il y a eu hier en ouverture une conférence que je ne vais pas vous montrer en entier, parce que c'est d'abord en entier, elle fait 1 heure et demie, donc hors de question de vous la montrer en entier. Il y a des résumés de cette conférence. Je ne suis pas très à l'aise pour manipuler mon ordinateur dans le sens inverse. Alors, pardon, excusez-moi. Voilà, on arrive. Déjà, je voulais vous montrer, hier, on parlait de crypto-monnaie, vous dire que voilà le mail que j'ai reçu hier, le 7 janvier à 19h26. J'ai reçu 0,21 BAT. Donc, BAT, c'est une crypto-monnaie qui s'appelle Basic Attention Token et que je reçois tous les mois de la part de mon navigateur. Mon navigateur, c'est Brave. Vous utilisez Chrome, mais moi, j'utilise Brave. Et le simple fait que j'utilise Brave, tous les mois, il me donne entre 1 BAT et là, le mois, parce que j'ai pas beaucoup travaillé, le mois de décembre, j'ai gagné 0,21 BAT. Donc, j'ai rien fait pour ça. J'ai pas cliqué, j'ai pas regardé des pubs, j'ai rien fait. J'ai juste utilisé Brave. Et pour ceux qui sont dans le gaming, c'est un peu le play, earn as you play. Il y a plein de jeux où plus on reste dans le jeu, on gagne un pouvoir, on gagne une armure, on gagne des cochons, on gagne une vache supplémentaire. Dans Animal Crossing, Animal Farming, il y a plein de choses qu'on gagne, on gagne un prêt supplémentaire et plus on joue longtemps, plus on gagne des petits trucs. Et si on veut accélérer, on peut payer en plus. Mais si on a beaucoup joué et qu'on a beaucoup d'acquis, on peut les revendre à d'autres. Et vous comprenez que ça, c'est une monnaie virtuelle finalement, c'est un token. C'est une monnaie virtuelle. Quand on a beaucoup joué et qu'on a, je sais pas quoi, 1000 vaches, par exemple, je peux en vendre à un nouveau joueur qui arrive et qui n'a que 10 vaches. Lui, il a envie de progresser plus vite dans le jeu. Il a envie de mettre 10 euros. Je peux lui vendre 500 vaches pour 10 euros. Et lui, il progresse. Et moi, je vais toucher donc des tokens. Et dans Brave, c'est un earn as you browse. C'est tu gagnes quand tu navigues. Et donc, voilà les 0,21 tokens que j'ai touchés. Ils me les ont donnés dans un wallet qui s'appelle Upload, que j'utilise assez peu. Donc, je vais transférer tous les 2-3 mois, je transfère mes BAT de ce wallet-là qui ne m'intéresse pas à un autre wallet qui m'intéresse et qui est ici, qui est MetaMask, que je vous ai montré hier. Je voulais juste vous montrer le lancement de la keynote NVIDIA. Donc ça, c'est le patron de NVIDIA. Il est très, très, très connu. Il a une particularité avec Mark Zuckerberg, c'est qu'il s'appelle Jensen Huang. Donc J-E-N-S-E-N, Jensen Huang, H-U-A-N-G, Jensen Huang, c'est peut-être marqué. Ouais, ici, Jensen Huang. Donc, c'était hier soir, dans la nuit. Donc, il a une particularité avec Mark Zuckerberg, c'est que c'est les deux seuls patrons de grosses entreprises qui sont à la fois les fondateurs et qui sont 10 ans après toujours à la tête de l'entreprise. Quand on regarde les fondateurs de Google, c'est Sergey Brin et Larry Page, mais ils sont plus à la tête. Celui qui est à la tête, c'est Sundar Pichai, un petit Indien. Et avant Sundar Pichai, c'était Eric Schmidt, qui a fondé une boîte d'intelligence artificielle avec Xavier Niel et Rodolphe Saadé, ici à Station F, en France. Donc, particularité de Jensen Huang, il est le patron, le fondateur et le patron actuel. NVIDIA, c'est la plus grosse entreprise mondiale, devant Apple, devant
comment il s'appelle? Aramco, c'est ça, la boîte Ça vient. c'est Aramco, c'est ça, je ne me trompe pas, Aramco, qui a un logo magnifique. Vous connaissez le logo d'Aramco? C'est ceux qui font l'exploitation du pétrole et du gaz en Arabie Saoudite. Le logo, il est un dégradé de bleu et vert, magnifique. C'est la boîte qui pollue le plus au monde, mais ils ont un logo greenwashing total. Donc Aramco, ça a été pendant quelques temps la plus grosse boîte du monde. Il y a eu plein de Apple, ça a été par moment la plus grosse boîte du monde. Aujourd'hui, la plus grosse boîte du monde, c'est Nvidia. Et donc le petit Jensen Huang, il a cette particularité d'avoir toujours la même tenue, t-shirt noir, pantalon noir, basket noir à semelle blanche et toujours une veste en cuir. Alors la veste en cuir, c'est jamais la même. Là, pour l'inauguration du CES, les gars, il a fait, alors je sais pas si c'est du vrai ou du faux, parce que sur la vidéo, on voit pas, il a fait péter la veste en cuir croco. C'est pas trop l'esprit du moment de porter du crocodile, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a un compte chez Hermès et qu'il a plusieurs vestes en cuir Hermès. Celle-là, je sais pas si c'est une veste en cuir Hermès en croco, mais en tout cas, la présentation, je vous mets juste quelques secondes de la présentation. La présentation qu'il a faite hier à Las Vegas était dingue. The applications are just completely endless. In fact, almost any AI application that you see out there, what modality is the input that it learned from? What modality of information did it translate to? And what modality of information is it generating? If you ask these three fundamental questions, post-training scaling law uses techniques like reinforcement learning, Voilà whole bunch of networking. la nouvelle And puce so qu'il lance. I wish I could do this. Vous voyez, I don't think I sur will. scène, So these are the Blackwells. il a la puce en géant et These are our une ConnectX nouvelle puce de dingue. networking chips. These whole thing for engineers and developers everywhere. Miles that are driven around the world each year. That's all going to be either highly autonomous or Qu'il a dans la main. fully autonomous coming up. And so this is going to be a very large industry. I predict that this will likely be the first multi-trillion-dollar robotics industry. This business for On us, parle de la conduite autonome. notice in just a few of these cars that are starting to ramp into the world, our business is already $4 billion, and this year probably on a run rate about Il fait $5 4 billion. milliards de So plus really pour significant business voiture. already. This is going to be very large. Well, today we're announcing that our next generation processor for the car, our next generation computer for the car, is called Blackwell. Thor. I have one right here. Hang on a second. Regarde, dans sa poche, il se sort le computer des voitures. Okay, this is Thor. Voilà, sort. This is Thor. This is Et donc, a robotics computer. This is a robotics computer. It takes sensors and just a mad. vous comprenez bien que s'il y a une voiture qui utilise de l'IA, elle doit analyser le camion qui vient à droite, le piéton qui vient à gauche, le vélo qui vient par derrière, mais il n'a pas le temps de faire une demande au serveur ChatGPT, au serveur d'IA et d'avoir la réponse. Il y a déjà ça ou ce serait... Oui, monsieur. Mais là, c'est la nouvelle puce. Et donc, il n'a pas le temps de demander au serveur, de faire la demande, d'attendre la réponse en disant « Ah ben là, tu dois freiner ». Il faut qu'il puisse prendre la décision de freinage tout seul. Et c'est ça qu'on appelle, et retenez ce terme, il est hyper important, de edge, E-D-G-E, le edge computing. Edge, ça veut dire à la limite, à la frontière, c'est la haie entre deux maisons. Donc le edge computing, c'est le computing, le calcul qui ne se fait pas dans le cloud, dans un data server qui est à 1 km ou 100 km, peu importe, ou 1000 km, qui se fait dans l'entreprise. Et toute l'IA aujourd'hui qu'on va installer dans les entreprises, plutôt parce que les entreprises ne veulent pas qu'on donne leur IA, leurs informations à ChatGPT ou à Anthropic ou à Claude ou à n'importe qui, ils veulent pas que l'information sorte de l'entreprise, ils veulent que l'IA soit faite à l'intérieur même de l'entreprise pour que ça ne sorte pas de l'entreprise. Et ça, c'est ce qu'on appelle du edge computing. Donc le edge, c'est mon entreprise, ça ne doit pas sortir de la frontière de mon entreprise. Et pour faire du edge computing, eh bien, cette puce-là, elle est absolument Tremendous révolutionnaire. amount of sensor Dans les voitures. information. Process it. I thought I'd go the other way from Gary Shapiro. Bon, ça, c'est l'humour de tech. The 5090 will fit for instruction, leaderboard. Si ça vous intéresse, c'est un résumé de 11 minutes
on va pas le regarder ensemble parce que vous n'êtes pas une classe de tech et ça vous intéresse pas, mais sachez qu'en ce moment, je viens à ta question, en ce moment à Las Vegas se passent des choses absolument dingues pour 2025 et que vous avez cette chance immense de voir tout ça se mettre en place. Et votre chance, c'est de le comprendre mieux que les gens de l'entreprise actuelle et de leur donner des leçons, de les avertir de tout ça, pas seulement Nvidia, hein, mais de tout ce qui peut se passer et de prendre le lead sur des projets d'implantation de tout ça dans l'entreprise ou dans la communication ou dans le marketing ou dans les produits eux-mêmes. Donc, c'est vraiment, vous avez vraiment une chance. Je rêverais d'être diplômé en 2025 pour pouvoir mettre à profit tout ça que les entreprises ne maîtrisent pas tellement. Ils voient tout ça, mais ils s'y intéressent pas trop. Demandez en entreprise si quelqu'un a regardé la keynote de Jensen Huang au CES. Dans l'entreprise, je suis sûr que personne ne connaît ça. Ils savent même pas que Nvidia est la plus grosse boîte du monde et ils savent pas trop. Bien sûr, ils ont tous fait un test sur ChatGPT, mais ça fait pas grand-chose, ça. Vas-y, je t'écoute. Donc là, Nvidia, c'est en train d'être en train de monter c'est vraiment en train de monter. Ah, total. C'est-à-dire que c'est le moment d'investir dans Nvidia. C'est presque trop tard, mais oui, tu peux déjà, on peut aujourd'hui encore investir dans Nvidia, ça va encore monter, tout comme Apple, tout comme Google, c'est des boîtes qui vont monter. Tout comme Tesla, tout comme SpaceX, les boîtes de tech vont monter parce que, comme je vous le disais, software is eating the world. Et là, on a quelqu'un comme Valeo, oui, qui est Valeo? C'est un gros équipementier de voitures. Donc, ils ne fabriquent pas de voitures, mais c'est eux qui fabriquent le système ABS, les logiciels d'entreprise. C'est une boîte qui a 9000 ingénieurs logiciels qui font les logiciels des voitures. 9000 personnes, vous vous rendez compte? Qui bossent pour faire les logiciels des voitures. Donc, vous pouvez investir dans du Valeo si vous pensez que la boîte française va surpasser Tesla, ou investir dans Tesla si vous pensez que Tesla va surpasser, ou investir chez les Chinois si vous pensez que les Chinois vont surpasser, mais il va y avoir des révolutions sur révolutions sur révolutions. Et au cœur de chaque révolution, il y aura du Nvidia, il y aura du logiciel, il y aura du software. Software is eating the world. Donc, le software est en train de manger le monde. Donc, c'est super important que vous ayez bien ça en tête et que vous puissiez l'anticiper. Donc, regardez, vous tapez juste Nvidia par CNBC et vous avez, franchement, c'est 11 minutes que vous ne perdez pas parce que vraiment, il lance un mini-computer, il lance plein de choses. C'est, comme disent les Anglais, c'est mind-blowing. Enfin, c'est vraiment, tout le monde a pris une grosse claque en écoutant le petit Jensen et la conférence complète fait 1h30. Je ne l'ai pas regardé en entier, j'ai regardé que la première moitié et le résumé. Mais vraiment, c'est assez impressionnant. Ils confirment qu'il faudrait voir le cours de l'action de Nvidia après cette démo de Jensen Huang. Et en plus, lui, c'est le contraire d'Elon Musk. Lui, ce qu'il dit, c'est déjà fait. Il ne dit pas on va être les meilleurs et puis il faut attendre 3 ans. Le Cybertruck, Elon Musk l'a annoncé depuis 5-6 ans et il est sorti seulement l'année dernière. Donc il avait 5 ans de retard. Quand il annonce les robotaxis en disant c'est pour 2025, 2026, tu es sûr que c'est pour 2030. Elon Musk, il a toujours 5 ans d'avance. Il annonce des trucs et puis il faut attendre 5 ans que ça. Jensen Huang, c'est le contraire. Mais quand il dit ça, si vous écoutez la conférence, il dit et ça, c'est déjà en production, vous pouvez le commander demain pour tel prix. Donc, il lance un PC portable, il lance un PC de bureau, ils sont en train d'éclater tout le monde. Donc, voilà, très intéressant. Ça, on s'en fout. On s'en fout. Hop, on revient au slide. Oui, donc je vous disais, en plus de ce que je vous racontais sur le DNVB et les cours précédents, le CES de Las Vegas, c'est quelque chose d'extrêmement important. Allez, on passe au cours d'aujourd'hui sur la stratégie de contenu avec tout de suite, comme vous le savez, je mets l'important en début de cours, tout de suite la distinction, ce sera une question du quiz de ce soir, tout de suite la distinction, on est sur stratégie de contenu, ou content strategy en anglais, et tout de suite une distinction entre le brand content, que tout le monde connaît, et le content marketing. Il y a une grande différence, il faut que vous fassiez la différence, ce sera une question du quiz de ce soir, il faut que vous fassiez la différence entre le brand content
et le content marketing. Pour vous, plutôt que de donner des définitions, je vais vous donner deux exemples, vous allez comprendre tout de suite. Le brand content, c'est Coca. Coca, il parle que d'eux. C'est égocentré sur eux-mêmes. Coca, c'est la meilleure boisson. Coca, c'est la boisson la plus vue au monde. Un Coca est ouvert chaque seconde. Coca, c'est la boisson des gens cool. Coca, c'est la boisson des gens jeunes. Coca, c'est la boisson énergisante. Coca, c'est ceci. Coca, c'est cela. Vous allez sur le site coca-cola.fr ou coca-cola.com. Vous avez que des canettes, que des boissons, que tout. C'est donc du brand content. C'est je parle de moi, de moi, de moi, de moi, de ma gueule, de ma marque, de mes parts de marché, de ma puissance. Je suis le plus fort, je suis le plus gros. C'est moi, 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 moi. À l'opposé de ça, hello. À l'opposé de ça, vous avez Red Bull et vous allez sur le site redbull.fr, redbull.com. Il n'y a pas une canette. Red Bull ne vous parle que de F1, de snowboarding, de ski extrême, de wingsuit, de comment ça s'appelle quand on saute des immeubles, de parachute comme ça, là, bear jump, base jump, c'est ça, base jump. Vous parle que de trucs, de caisse à savon, de plongeon de 30 mètres. Vous parle que de choses qui intéressent le client. Donc, le content stratégie, c'est je développe des sujets qui passionnent mes clients. Et comme ça passionne mes clients, ben, ils vont finir par aimer ma marque. Mais je parle très peu de ma boisson. Vous regarderez, il y a très peu de pubs Red Bull. Une fois de temps en temps, on a Red Bull donne des ailes à la télévision. Il y a quelques pubs Red Bull pour garder un peu de notoriété, garder un peu d'attractivité, mais il y a très peu de pubs. Ouais. Et les marques peuvent aussi procéder aux deux en fonction plus. Oui, on peut faire les deux. Mais les deux. Radicalement opposés. Non. Là, c'est deux cas totalement opposés, mais il y a des marques qui font un peu de brand content et beaucoup de content marketing, ou beaucoup de content marketing et un peu de brand content. Ça existe, enfin, ça peut exister, on trouverait des contre-exemples, mais ça n'existe pas 50-50. Il y a toujours un qui prend le dessus sur l'autre. Mais il faut bien comprendre la distinction des deux. Et quand on va faire tout à l'heure un calendrier de contenu, donc qu'est-ce qu'on va faire dans le premier trimestre 2025, ben, il faudra se poser la question de ça. Est-ce que c'est du brand content ou est-ce que c'est du content marketing? Et pour dire, ben, cette action-là, c'est plutôt du brand content. OK, donc on compte un point pour le brand content. Et puis, cette action-là, c'est plutôt du content marketing. Donc, on compte un point pour le content marketing. Et à la fin du calendrier, bah, essayez de voir si on a un bon ratio, si ça correspond bien à ce qu'on veut faire. Est-ce que je fais le bon content marketing, le bon brand content, etc. Mais là, les deux exemples typiques qui s'opposent, avec des nuances, pas des nuances, mais des différences qui sont extrêmement importantes pour des résultats qui sont contre-intuitifs. On pourrait penser que Coca est plus gros que Red Bull. Or, c'est le contraire. Si on compare des choses comparables, donc on compare juste la canette de Coca rouge à la canette de Red Bull. Donc, on enlève les litres et demi, les 50 centilitres, le Coca Light, le Coca Cherry, le Coca, et puis toutes les autres marques de Coca-Cola Company qui sont Fanta, Sprite, etc. On enlève tout ça. On prend juste canette de Coca contre canette de Red Bull. Ils se vendent plus de canettes de Red Bull. Mais Red Bull n'existe pas en litres, n'existe pas en 50 centilitres, n'existe pas en bouteille, enfin, à ma connaissance. Ils existent en light, je crois, il y a un Red Bull Light, il me semble, je ne suis pas sûr. Mais si on prend juste canette contre canette, ils se vendent plus de Red Bull. Et en plus, vous le savez, quand ils se vendent dans un même endroit, une boîte de nuit ou un café ou un restaurant, quand ils se vendent du Coca et du Red Bull, lequel est le plus cher? Toujours Red Bull. Toujours 20% plus cher que le Coca. Quand le Coca est à 5 euros, le Red Bull est à 6. Quand en boîte de nuit, le Coca est gratuit et le jus d'orange est gratuit, le Red Bull est payant. Pas très cher, 5, 6, 10 euros la canette. Donc, non seulement ils arrivent à en vendre plus, mais en plus, ils sont systématiquement plus chers.
Et les différences, vous voyez, sont très importantes. Red Bull, quand ils font de la F1, ils ont leur équipe de F1, leur voiture, avec leur moteur, avec leur pilote. C'est eux qui choisissent les pilotes. C'est eux qui recrutent les pilotes, qui sélectionnent les pilotes, qui motivent les pilotes. C'est eux ils ont leur écurie. Quand Coca fait de la F1, ils prennent une écurie au hasard, par exemple Ferrari, et ils mettent un logo Coca sur la voiture. Mais c'est tout ce qu'ils font. Ils payent, je ne sais pas combien, 1, 10, 20, 30, 50 millions, je ne sais pas combien ça coûte. Ils payent 50 millions et ils mettent le logo Coca sur la voiture. Mais ils ne s'occupent absolument pas de la gestion de l'écurie, du moteur, des performances. Enfin, ils préfèrent que la voiture gagne, parce que si la voiture gagne, on verra le logo Coca. Mais derrière, c'est un peu comme les sponsors de voiliers, ils mettent leur logo sur la voile. Là, le Vendée Globe se termine. Le premier, je crois, c'est Massif. Celui qui va gagner. Non, ils arrivent la semaine prochaine. Celui qui va gagner, oui. Oui. Il devrait gagner, c'est Massif. Et le deuxième, c'est Paprec. C'est pas vrai que je te dis. Paprec. Qu'est-ce qu'ils font, Paprec? J'ai pas bien compris. Du Je sais papier. pas. Dis-moi. Moi, je sais parce que j'ai vu le départ, mais je n'ai pas cherché toutes les. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la différence. On met un logo sur une voile et c'est pas son bateau, c'est pas son navigateur, juste on l'a sponsorisé. Ça, c'est la. Coca a dit quel est le plus gros événement sportif du monde? La Coupe du monde de football. OK, on achète les panneaux publicitaires sur le terrain de foot. Mais bien sûr, c'est pas eux qui organisent la Coupe du monde de football. Quand Red Bull sponsorise un concert, c'est eux qui choisissent le lieu, c'est eux qui choisissent les articles, les artistes, c'est eux qui choisissent de le filmer, c'est eux qui choisissent le ticketing, c'est eux qui choisissent le montant du ticket, ils choisissent tout. Donc, c'est une vision complètement différente. Il y en a un, il met son logo partout, et il maîtrise rien. Et l'autre, Red Bull, qui, quand il fait quelque chose, le maîtrise de A à Z. Et donc, d'un côté, c'est du brand content. Je mets ma marque partout où je peux la mettre. Et puis, moins ça coûte cher, mieux c'est. Et l'autre qui dit, quand je fais quelque chose, je le fais de A à Z. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. On est bien, c'est plus compliqué d'avoir une équipe de F1 avec tous les problèmes que ça suppose, que de simplement acheter son logo sur 2, 3, 4 voitures. C'est juste, on colle son logo, puis c'est fini. Ça, on fait un deal, une signature, on envoie les autocollants, et puis c'est fini, quoi. Ça y est, c'est réglé. Red Bull, ils ont un boulot de dingue avec leur équipe de F1. En plus, je crois qu'ils en ont deux, pour ceux qui connaissent la F1. Il y en a qui connaissent la F1 ici, un peu. Ouais. Ils ont bien deux équipes, Red Bull, et puis une deuxième, Toro Rosso. Oui. Toro Rosso, qui marche toujours ou pas? Ouais, ok. Bon. Donc non seulement ils en ont une, mais en plus ils en ont deux. Alors je sais pas, c'est quoi Toro Rosso? C'est une marque de Red Bull? C'est juste les constructeurs qui sont différents. Ça reste la marque, il me semble, mais c'est juste à l'intérieur, c'est les constructeurs de moteurs. D'accord, mais la marque Toro Rosso, c'est une boisson, c'est une assurance, c'est je sais pas trop. Je sais pas. Pardon. Je sais pas. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la différence entre le brand content, c'est la marque, la marque, la marque. Sur le site internet, c'est en premier, qui sommes-nous? Notre historique, d'où venons-nous? Mais non, c'est AlphaTauri. AlphaTauri, et donc AlphaTauri, c'est une boisson. Oui. Enfin, que deux boissons. Et avant, c'était effectivement Toro Rosso. C'est pas une boisson. AlphaTauri, c'est pas une boisson? Merde, c'est quoi? C'est une nom d'écurie. Ouais, mais s'ils font de la pub pour AlphaTauri, c'est bien. Ils s'en servent pour rien Je d'autre. crois que c'est. Ça crée des vêtements avec le même esprit d'innovation dynamique qui a inspiré le créateur de Red Bull. D'accord, c'est des fringues. Ok, cool. Bon, bah, on va s'habiller en AlphaTauri demain. C'est une extension de Red Bull. C'est une extension de Red Bull. D'accord, ok, super. Bon, merci pour l'info. Donc, le site internet de quelqu'un qui fait du content marketing, c'est nos clients, les use cases, l'utilisation de nos produits chez les clients, comment nos clients gagnent des parts de marché grâce à nous. Vous voyez la différence de scénario, quoi. C'est vraiment des choses bien différentes. Pareil sur le cyclisme, quand Red Bull sponsorise une équipe, bah, c'est leur équipe. C'est l'ancienne Bora qui est devenue l'équipe Red Bull. C'est leurs cyclistes, leur équipe, ils recrutent, ils font le Tour de France et c'est vraiment leur entraîneur, le car qui leur appartient, les vélos leur appartiennent, tout leur appartient.
Alors que quand Coca fait du Tour de France, il prend n'importe quelle équipe, la Française des Jeux, il colle un logo Coca dessus, puis c'est tout, quoi. Il s'occupe pas du recrutement des sportifs, du management des sportifs, du dopage des sportifs. Il s'occupe de rien du tout, quoi. Donc vraiment, Red Bull, c'est le GOAT. Et sur base de cette distinction, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur base de cette distinction, il y a des marques qui font un peu des deux, mais toujours plus de l'un que de l'autre. Et ça, c'est une stratégie qui doit se dessiner, qui doit se décider en avance. On doit se dire, dans une réunion stratégique qu'on fera, qu'on appelle une conférence de rédaction, on doit décider dans l'entreprise si on fait plus de brand content ou plus de content marketing. Une fois qu'on a décidé ça, après, on met en place son calendrier et on vérifie qu'on a bien plus de l'un que de l'autre. Alors ça, c'était la première chose. Deuxième chose, super, 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 super importante. Le monde d'aujourd'hui, et vous le savez parce que vous en subissez les conséquences, le monde d'aujourd'hui est une bataille pour l'attention. Ce qui compte, c'est l'attention. Je vous ai en cours pour... ça va, les 6 heures d'hier sont bien passées? C'était pas trop long, trop dur, trop... Terrible. Pas terrible? Terrible. Terrible. Non, mais. Ouais, non, il parle de Ah, ça. pardon. Non, je parlais des 6 heures de cours. Ah, On l'a fait ensemble. j'ai préféré avec l'accumulation. Et après, l'anglais jusqu'à 20h, ça c'est un petit peu relou, effectivement. On fait le même programme aujourd'hui, 1 heure pour déjeuner, on finit à 16. Oui. Ça vous va? Si vous préférez 1h30, moi je suis dispo. Hein. Non. Vous avez D'ailleurs, monsieur, la semaine prochaine, je pense, La semaine prochaine. la prochaine fois qu'on a Oui. un cours, on a des cours jusqu'à 20h. Ah, Non, pas à ma connaissance, mais Je parle du comment? je me trompe peut-être. on a notre cours à la fin. On avait regardé, on avait encore longtemps. Bah, autant pour moi. On n'a pas encore Je croyais qu'on était en e-commerce. Non, je crois que ça change le cours. Ok. Donc, du coup, si vous voulez. Ah oui. Ah oui, Oui, l'horreur. oui. Mais non, mais c'est pas avec vous, monsieur. Ah. C'est avec, c'est internationaliser une stratégie marketing et commerciale. Mais si vous m'avez moi la journée, on peut décider ensemble de commencer à 9h, de déjeuner, enfin de gagner une demi-heure le matin, et de terminer à 16h30. Si vous avez cours à 17, ça sert à rien que je vous libère à 16, ça fait 1 heure d'attente. Donc autant commencer à 9, et puis on gagne la demi-heure sur le déjeuner. Carrément. Si vous voulez, enfin vous. Pardon? Ouais. Si vous voulez déjeuner en 30 minutes, Bah, ouais, on a moi ça me dérange pas. Mais c'est vrai qu'on sait qu'une 9h30, c'est 1 heure de plus de sommeil. Hein. Ouais, ouais, je vote pour ça. C'est Excuse-moi, je t'ai pas entendu. Pardon. Si on commence à 9h30, ça veut quand même finir le cours à 16h30. Mais oui, mais parce que- Oui, Oui, mais Oui, on mais aura d'autres. comme vous avez un cours à 17, 9h30, 16h30. Oui, Oui, autant commencer à 9h30. pas 9h. 30 minutes pour manger? Vous êtes des malades. Mais non, ça Mais ne fait ça pas va. 30 minutes pour manger. si on finit à 16h30, ça fait. C'est très bien. Ok, on décidera ensemble. Il y a un délégué en cette classe? Il y a un responsable? Il y a rien de ça. Il y a un responsable, puis c'est dans l'autre groupe, c'est quoi? Mais parce que c'est que demain qu'on se revoit, sinon on se revoit directement mardi. D'accord, dans longtemps. Dans 2 semaines. Pardon. 3 semaines. Franchement. Toujours- Et c'est là où vous avez cours le soir, Oui, C'est ça. le 28 janvier. le 28 janvier. On va mourir. Hein. Je pense que vous allez mourir, oui. Ah, C'est c'est toute la semaine. C'est 3 soirs à 9h30. À 20h. 3 fois. Mais normalement, c'est C'est illégal. entre guillemets, c'est illégal de vous faire bosser autant. Oui, Oui, mais il n'y a pas plus de 10 heures par jour. Je suis Mais- d'accord. mais- On est payé. Hein. Mais on est payé. On est Ah, C'est pour ça que vous signez le So We Sign, c'est pour être payé. Non, Non, mais pourquoi oui, on mais fait pas un cours le lundi 27 le matin? si on est payé, on devrait travailler 7 heures tu vois. Et ok, ben, nous on peut commencer plus tard ou on peut même finir à 17h si vous voulez pas de pause Non, entre. non, c'est à 16h45 le cours d'après. Donc, D'accord, donc c'est trop juste. Ok. Donc, on termine à 16h30, du coup ça sert à rien de terminer plus tôt. On termine à 16h30, mais on peut commencer à 9h et avoir 1 heure pour déjeuner. Oui. Ou 9h30 si vous voulez, une demi-heure pour déjeuner,
Oui, oui. Moi, tout me va, pourvu que la majorité soit d'accord et que, surtout, non seulement que la majorité soit d'accord, mais qu'il n'y ait pas une personne qui est en désaccord. Si une personne dit, moi, les gars, je suis désolé, j'ai besoin d'une heure pour bouffer parce que je mange lentement, ou je dois ingurgiter 1500 calories de protéines, s'il y a une personne qui n'est pas d'accord, comme c'est pas légal ce qu'on fait, de bouffer en une demi-heure, s'il y a une personne qui n'est pas d'accord, on ne peut pas le faire. Au pire, on fait le test pour le mardi et si ça te déplaît, on change pour mercredi. Pas con, ça, pas con. Toi, l'art du compromis, Voilà. la négociatrice. Charles, il n'est pas d'accord. Parfait, donc mardi, on vient à 9h30, c'est ça? Eh ben, on se le dit tout de suite, c'est ça? C'est très bien. On deal Ouais. et on décidera pour mercredi. C'est Mardi. Je vais faire ça pour ça, une, deux. Déjà, il y a deux parties super compliquées. Enfin, c'est qu'il n'y en a aucun qui se remet en question dans l'histoire. C'est normal. Donc on est d'accord, j'ai noté Elle a la solution. le 28 janvier, début du cours à 9h30. Ouais, tout à fait. Cool. Ça marche. Et pareil, là, le cours aujourd'hui est enregistré et retransmis. Demain, pareil, si la salle accepte, c'est la 304 qui est juste là. Si elle accepte la retransmission, je retransmets. Et pareil pour 28, je retransmets si la salle l'accepte. Sinon, je ne le fais pas. Ok, on a réglé ces problèmes administratifs. On a déjà gagné une heure de sommeil, donc c'est pas mal hein, pour le 28. Désolé pour le coucher tardif. Et quand vous êtes couché jusqu'à 20h, le prof, il garde jusqu'à 20h. Franchement, non, le courriel il était inutile, personne n'écoutait, même la prof, elle était désespérée. Mais d'elle-même, elle n'avait pas envie d'être là. Ça se voyait. Ah, c'est mauvais ça. C'est le prof d'anglais, ça? C'est très. On n'a encore jamais eu cours jusqu'à 20h à part hier, du coup, on ne sait pas. Non, mais enfin, c'est que là, c'était un inconvénient pour les élèves et pour la prof. Même elle, je pense, elle a été forcée à venir. Ok. Non, première année, Enfin, que ce soit, c'est son métier, donc qu'on lui demande d'enseigner jusqu'à 20h, si elle accepte le cours, elle le fait. On n'a pas le droit de dire ça me saoule d'être là. Oui, mais ça se voyait qu'elle était pas. Ouais, mais ça, c'est pas pro. Quand on a un job à faire, on le fait. Sinon, on n'accepte pas de le faire. Ok. Boum. On revient sur mon content stratégie. Donc, premier point du content stratégie, il y a deux manières de faire de la stratégie de contenu, le brand content et le content marketing. Deuxième point, et vous le savez tous, parce que vous y êtes tous confrontés tous les jours, c'est la chose la plus importante dans le marketing de contenu, ou dans le marketing d'influence aussi, ou dans les réseaux sociaux, tout ça est à peu près pas synonyme, mais tout ça est lié, c'est l'attention. Comment avoir votre attention? Parce que là, l'exemple du cours d'anglais d'hier est symptomatique. Moi, j'ai vos 6 heures de présence, j'ai votre temps. Comme vous êtes poli, vous partez pas en plein milieu du cours, il y a des élèves qui ne gênent pas. Je sais que je vais vous scotcher dans la salle pendant 6 heures aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, j'ai votre temps, mais la bataille, ce n'est pas une bataille pour votre temps, je l'ai déjà. La bataille, c'est une bataille de l'attention. Est-ce que, au-delà de votre temps, j'ai votre attention? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous prenez des notes? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous progressez? Et donc, tout le sujet des stratégies de contenu, c'est comment est-ce que je captive, comment est-ce que je capture, comment est-ce que je capte l'attention de mon client, de mon lead, de mon prospect, de mon contact. Comment est-ce que je fais pour que mon email, hier certains parlaient de stratégie d'emailing, comment est-ce que je fais pour que mon email soit lu? C'est pas du tout d'envoyer des emails, on peut en envoyer, c'est facile, on automatise le truc, on met une IA qui pond des emails toute la journée et j'envoie 100 000 emails par jour. Ça va me coûter à peine 10, 20 dollars. Donc, c'est pas très cher et j'envoie 100 000 emails tous les jours. Balaboum, 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 balaboum. Mais si personne ne les lit, ça sert à quoi?
Juste le temps de les supprimer, juste le temps de... Donc, tout le contenu qu'on va travailler ensemble tourne autour de est-ce que ce contenu va capter l'attention de la personne cible? Avec un grand message là-dessus, cette bataille de l'attention, c'est qu'il vaut mieux toucher les gens qui comptent, donc je touche les gens qui comptent pour mon entreprise, plutôt que de compter les gens qu'on touche. Il y a beaucoup de gens qui disent, mon site internet, c'est 100 000 visiteurs uniques par mois. Ok, donc il y a 100 000 personnes qui passent par ton site. Mais est-ce que ces 100 000 sont des consommateurs potentiels, sont des prescripteurs, sont des personnes influentes, sont des KOL, sont des gens qui vont parler de toi, sont des gens qui sont intéressants pour l'entreprise. Donc, compter les gens qu'on touche, c'est très facile. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous faites des posts polémiques. Là, c'était hier l'événement de la mort de Jean-Marie Le Pen. Vous faites un post en disant est-ce que Jean-Marie Le Pen aurait utilisé notre produit? Donc, forcément, vous allez attirer du monde avec ce poste-là. Tout le monde, c'est quoi ce produit, c'est quoi ce machin, c'est quoi ce truc. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais, le mot est plus joli qu'en français. En français, c'est un terme de putaclic. Alors, c'est pas très beau en français. En anglais, ça s'appelle du clickbait. C'est un trou à clic, c'est un appel au clic. Le fameux CTA, Call to Action. Retenez bien ce terme. Je vais le marquer ici, ce qui est hyper important dans le brand content. CTA, je pense que vous connaissez déjà CTA. Call. C'est un appel. C'est le bouton qui dit clique sur moi, clique sur moi, clique sur moi. C'est le gros bouton vert qui est au milieu de l'email en disant pour en savoir plus, pour profiter de la promo, c'est le call to action. C'est là que je veux que vous cliquiez, que je voudrais que vous cliquiez. C'est un CTA. Donc retenez ce terme CTA. On va parler de CTA, call to action, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que à la fin de chaque message, il doit y avoir un call to action, un appel à l'action. Une fois que le lecteur a lu votre email, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Si vous ne lui dites pas à la fin de l'email ce que vous voulez qu'il fasse, il va lire l'email, il va dire « Ah ouais, super intéressant ». Et puis, il va le classer. Et puis, il ne se passera rien. Si, à la fin de l'email, vous voulez qu'il vienne sur votre site, qu'il s'inscrive à un webinar, qu'il télécharge un livre, qu'il donne son adresse mail, qu'il fasse quelque chose, il faut lui mettre un gros bouton en disant « Espèce d'abruti qui vient de lire la communication, clique ici, sinon je te tue ». Il ne faut pas le dire comme ça, sinon il ne cliquera pas. Mais il faut lui faire un appel à l'action. S'il te plaît, je t'en supplie, clique sur ce bouton. Et donc, à la fin de chaque communication, à la fin de chaque contenu qu'on va bâtir ensemble, je veux voir un call to action, un appel à l'action. Qu'est-ce que vous voulez que la personne qui a lu votre message fasse? Est-ce que vous voulez qu'il commande, qu'il achète, qu'il clique, qu'il like, qu'il vous mette 5 étoiles, qu'il vous mette une note sur 10, qu'il réponde à un sondage? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse à la fin de la communication? Et regardez maintenant toutes les coms que vous recevez, soit sur les réseaux sociaux, soit sur YouTube, soit sur email, soit sur n'importe quoi, toutes les pubs que vous avez, toutes les informations que vous avez, est-ce qu'à la fin de l'information, il y a bien un call to action? Normalement, une fois sur deux, il y en a un. Ça veut dire qu'une fois sur deux, il manque un truc à la communication. C'est une erreur. Si moi, j'ai dans mon entreprise quelqu'un qui ne met pas de call to action à la fin d'une opération, je lui dis une fois, deux fois, la troisième fois, il va faire la communication ailleurs. Le call to action doit figurer sur chaque communication. Donc, c'est la bataille de l'attention. Donc, il faut arriver à faire en sorte que on raconte des histoires, on emmène le lecteur dans une histoire qui mérite son attention et qu'il nous l'accorde. Là, par exemple, là, en ce moment même, il y a 3 personnes sur leur mobile. Ça veut dire que 3 personnes
ont leur attention sur autre chose que les slides du cours. Je pourrais leur projeter n'importe quoi, on change de slide, ils ne le voient même pas parce que leur attention est sur le mail qu'ils s'envoient, le SMS qu'ils font, et je n'en veux pas, on ne peut pas être attentif tout le temps. Mais vous le savez bien, quand vous regardez un événement sportif, vous pouvez avoir votre laptop sur les genoux avec les mails de la boîte et votre WhatsApp sur votre mobile avec le groupe de copains qui parlent. Et donc, il y a 3 écrans face à vous, l'événement sportif, les emails et le groupe WhatsApp. Et quand vous êtes sur WhatsApp, vous n'êtes pas sur les emails d'événements sportifs. Quand il y a un but qui est marqué, vous êtes sur l'événement sportif, vous avez complètement oublié les emails et le WhatsApp, etc. Et quand vous commencez à quelqu'un vous envoie un email en disant réponse urgente, on a besoin de ton avis, ben vous vous focalisez sur l'email et là, il peut y avoir 25 WhatsApp qui défilent. Vous laissez tomber, vous êtes en train de répondre à un email parce que vous sentez que vous avez chaud aux fesses, parce qu'on vous demande un truc et que vous ne l'avez pas fait, que effectivement, là, il faut répondre, c'est urgent, quoi. C'est pas. Donc, qui est-ce qui a votre attention? Et ça fera partie de l'exercice tout à l'heure, je vais vous demander non pas de lire un livre, enfin de lire un livre à la méthode Kratirov, qui est un genre de méthode que je vous ai déjà peut-être exposé, mais que je vais vous redonner aujourd'hui. Le bouquin de Gary Vaynerchuk, 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 qui s'appelle son petit nom Gary V, qui a écrit ce bouquin il y a quelques mois, qui s'appelle, le titre est absolument frappant, Day Trading Attention. Et lui, il dit que la communication, il a la plus grosse agence de communication digitale du monde, qui s'appelle VFriends, VCon, et son agence, j'ai oublié le nom de son agence, j'ai oublié, peu importe, c'est une très très grosse agence de communication, ça me reviendra tout à l'heure. Et lui, il dit son métier en tant qu'agence de communication, en tant que communicant, c'est de trader, un peu comme on trade de l'or, du blé, de l'oil, de l'essence, un peu comme on achète des matières premières. Son job, c'est de trader, c'est de négocier au jour le jour l'attention des gens. Est-ce qu'il va réussir avec le poste qu'il fait pour telle marque ou telle marque? Est-ce qu'il va réussir à capter l'attention des gens à qui il s'adresse? Et donc, il dit, tous les jours, c'est une véritable bourse sur laquelle il faut se lancer pour récupérer l'attention des personnes que l'on veut toucher. Day Trading Attention. Donc, voilà le bouquin, Gary Vaynerchuk, Day Trading Attention. How to build brand and sales in the new social media world. Et il n'y a pas que lui qui parle d'attention, il y a aussi, vous voyez, tout simple, tout bête, France TV Pub, France Télévisions, donc France 2, France 3, France 5, France Info, etc., qui lance des opérations annuelles qui s'appellent Attention Day, il faut le dire avec l'accent anglais, sinon ça fait Attention Day. On ne comprend pas beaucoup ce que ça veut dire. Donc, Attention Day, c'est comment capturer, comment avoir l'attention de nos téléspectateurs. Tout ça pour leur vendre de la pub, dans le cadre de France Télévisions, et vendre cette pub à des annonceurs et garantir aux annonceurs, si vous faites de la pub sur France Télévisions, comme les émissions sont très bien faites, sont très impactantes, les gens restent pendant la pub et vont voir votre pub. Alors que si vous faites de la pub sur M6 ou sur BFM ou sur CNews, c'est pas CNews, c'est CNews, ou sur CNews ou sur, je sais pas quoi, TF1, ben, les émissions sont moins impactantes, le public est moins en affinité. Du coup, typiquement sur BFM, quand il y a la pub, on va pisser. Et ils disent sur France Télévisions, ben non, les spectateurs, les téléspectateurs restent pendant la pub. Donc, si vous faites une pub sur France Télévisions, vous aurez plus l'attention du spectateur que si vous la faites sur TF1. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je n'ai pas les chiffres et puis on s'en moque, mais ce qui est important, c'est qu'ils disent, nous, on vous garantit l'attention du spectateur pendant la pub, alors que TF1, lui, ne garantit pas cette attention. Alors, encore une fois, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, peu importe, mais en tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous voyez les numéros vente de bouquins de communication. Numéro 1, Gary V. Numéro 2, Gary V. Numéro 3, numéro 4, Gary V. Puis au milieu, vous avez un autre personnage.
Pourquoi il y a 3 Gary V? C'est parce qu'il y en a une qui est en Kindle, une qui est en édition de luxe avec la couverture solide et une qui est en édition souple. Donc, c'est des prix différents. Et il est même en 16e position aussi. Donc, c'est vraiment un bouquin extrêmement important. Donc, je vais vous demander de le résumer et d'en faire une petite lecture. Donc, vous connaissez l'acronyme Le temps, c'est de l'argent. Et un peu comme je l'ai dit, le SWOT, c'est fini, les 4 P, c'est fini. Ben, je vous dis, c'est plus le temps qui est de l'argent, c'est l'attention qui est de l'argent. C'est pas du tout d'avoir le temps des gens devant un événement sportif, devant un email, c'est d'avoir leur attention. Combien de fois vous êtes au bureau devant Outlook pour faire des emails ou devant Word pour faire un dossier et vous pensez à autre chose. Donc, vous avez le temps. Votre entreprise a payé votre temps pour être là devant l'ordinateur et vous êtes là devant l'ordinateur et puis vous divaguez et vous pensez à autre chose. Sans même qu'il y ait un autre device. C'est-à-dire que vous n'êtes pas 100%, et on ne peut pas être 100% concentré sur un truc. Je ne demande pas à mes étudiants de m'écouter 100% du temps, ce n'est pas possible. Mais j'essaye de faire en sorte qu'ils m'écoutent une partie du temps. Là, vous avez tout un développement divers et varié. On passe à un autre sujet maintenant qui est l'overdose d'informations. Donc là, vous le savez tous, non seulement il y a des fake news, mais en plus, on est tous soumis à beaucoup plus d'informations que ce que l'on peut mémoriser. Entre les réseaux sociaux, les emails, les SMS, les messages en tout genre, on est en overdose, on est en infobésité. Bon, c'est pas très beau de dire infobésité parce que l'obésité c'est plutôt une maladie. Donc là, on n'est pas à ce point malade et c'est pas bien de se comparer à une maladie, une véritable maladie. Mais on est en overdose d'informations, cette espèce de cacophonie où il y a plein de marques qui se superposent avec la fameuse qu'est-ce qui se passe en 1 minute sur Internet? Il y a 100 000 tweets, il y a 10 heures de vidéos qui sont uploadées, il y a tellement de choses que on peut pas tout voir. Il y a 1 million de mails qui sont émis, etc., etc. Donc, les 60 secondes sur Internet, c'est absolument dramatique. Il y a 600 TikTok qui sont posés toutes les minutes. Donc, on peut pas tout regarder. Et face à ça, il y a plusieurs réactions, il y a plusieurs solutions. Il y a une solution qui consiste à faire de l'info-snacking, ce que certains d'entre vous font, c'est-à-dire que vous passez de votre mobile à vos mails, au cours, mobile, mail, cours, mobile. Donc, vous prenez 2 minutes de cours, 2 minutes pour répondre aux mails, 2 minutes pour répondre aux SMS, et vous faites de l'info-snacking. C'est-à-dire que vous grignotez ici, grignotez là, grignotez là. Ni vous répondez bien aux mails, ni vous écoutez bien le cours, ni vous répondez bien à vos SMS. Info-snacking. Et puis, il y a une autre méthode, encore une fois, chacun la sienne, hein, il n'y a pas de critique ici, autre méthode, qui est la détox. De dire, OK, là, je coupe tout, je prends une feuille, un papier, et je me concentre sur le mail que je dois rédiger demain pour ma boîte. Et je coupe les notifications, je coupe tout ça, je pose mon mobile ailleurs, je coupe les emails, et je me concentre sur un truc. Et c'est ce qu'on va appeler plutôt le côté digital detox. Donc, par exemple, de se dire qu'à partir de 8h, 9h, quand vous rentrez chez vous, vous coupez toutes les informations et vous vous concentrez sur votre bouquin ou sur votre programme de gym ou sur du yoga ou sur de la méditation ou sur de la nourriture. Vous décidez, quand vous rentrez chez vous, à préparer votre repas en cuisinant quelque chose, et donc ça prend une demi-heure, et pendant cette demi-heure, vous dites pas, bon, en même temps, je regarde un truc YouTube, en même temps, je fais ceci, en même temps, je fais ça. Et là, en même temps que je vous parle, vous cherchez, où est Charlie? Where is Waldo? Donc, je sais pas si vous l'avez trouvé. Un autre truc de camouflage, c'est cet artiste chinois qui s'appelle Monsieur Bolin, P-O-2-L-I-N, Liu, son prénom, Monsieur Bolin. Sa spécialité, c'est de se peindre le visage, les fringues, les pieds, les chaussures, et de se dissimuler dans les endroits de tous les jours. Donc là, il s'est dissimulé devant un rayon de boissons du supermarché. Donc, il a peint sur lui la canette de Sprite, la canette de Coca, et il s'est mis bien à un endroit, je ne sais pas si vous le voyez, on voit ses pieds.
sais pas si vous le voyez. Et donc, il fait pareil devant une station de métro, devant un entrepôt, devant. Et donc, sa spécialité, c'est de se dissimuler. Donc, on voit un petit peu sa bouche ici. Autrement, sur ses yeux, il a peint la canette de machin, il a peint le coca, là, la main, il est ici, il a peint du coca, et là, les chaussures sont grises, mais pas du même gris. Donc, on voit un petit peu le truc. Donc, cette idée de où est Charlie, ou en anglais, Where is Waldo, je ne sais pas comment vous le connaissez en français ou en anglais, cette idée de dissimulation, ben, c'est ce qu'on appelle une vision de l'info-snacking ou du digital detox. Qu'est-ce que vous préférez? Et la grande question derrière, c'est on est tous d'accord pour dire, et ça, cette question-là est une aporie, on est tous d'accord pour dire qu'il y a trop d'infos, mais qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez lundi retourner dans votre boîte? On va vous demander de mettre en place un webinar. On va vous demander d'écrire ou de faire écrire un livre blanc pour le distribuer aux salariés, aux clients, aux contacts. On va vous demander d'écrire un email pour l'envoyer aux clients pour leur annoncer le nouveau tarif 2025. On va vous demander de faire une opération de communication, une invitation à un salon qui se tiendra en mars. Le 11 février, il y a le grand symposium français sur l'IA et toutes les boîtes vont en profiter pour communiquer sur l'IA. Donc peut-être qu'on va vous demander d'utiliser le 11 février, la grande journée de l'IA en France. Il va y avoir tous les champions de l'IA qui vont venir en France à Station F et la France va essayer de se placer parmi les premiers data centers, parmi les premiers clusters pour que l'IA soit un succès. Donc, peut-être que votre boîte va vous demander de profiter de ce 11 février pour parler de ce que vous faites en IA. Donc, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez faire ça? Vous allez ajouter une information à l'infobésité qui existe déjà. Donc, vous allez faire grossir encore le flux d'informations. On est tous d'accord pour dire qu'on reçoit trop de mails tous les jours. Et on va vous demander d'envoyer un email pour prévenir qu'il y a ceci qui va se passer dans l'entreprise. Donc, on va vous demander de rajouter un email alors qu'il y a trop d'emails. Et donc, c'est ça qu'on appelle une aporie. Une aporie, c'est une question qui n'a pas de réponse. Soit vous dites, non, moi je refuse d'ajouter de l'information, il y a trop d'informations. Bon, on va vous dire, bah écoute, tu vas pas bosser chez nous longtemps, parce que si tu refuses d'informer nos clients, si tu refuses de faire de la com, tu ne sers pas à grand-chose. Ou alors on ajoute de la communication et alors on se contredit en disant, il y a trop d'informations et j'en ajoute quand même. C'est ça, l'aporie. L'aporie, c'est une question qui n'a pas de réponse claire. C'est une question, la vie vaut-elle d'être vécue? Oui, non, c'est une question qui n'a pas de réponse. C'est très compliqué de répondre à cette question-là. Donc, c'est ça qu'on appelle une aporie. Et donc, le seul moyen de répondre à cette question, c'est par la qualité de la communication et de faire en sorte que la communication que vous faites, elle attire l'attention du lecteur, elle lui apporte quelque chose. À la fin de la lecture de votre communication, ils se disent « je sais quelque chose en plus, j'ai appris quelque chose ». C'est le but de mes cours. Je sais que je peux utiliser cette connaissance-là pour progresser ici. Je sais que je peux faire ceci. Je sais que je peux faire cela. Et donc, il se dit, j'ai bien fait de passer 3 minutes, 10 minutes à lire ce mail, à lire ce livre blanc, ou j'ai bien fait de passer une demi-heure à écouter ce podcast. Dans vos boîtes, quelles sont les boîtes qui font des podcasts en interne dans la boîte? Personne fait des podcasts ici? Ils en font chez toi? Des podcasts d'une demi-heure, comme ça? Je sais pas, tu n'as jamais écouté. Donc, il y a un problème. Non, mais c'est pas toi le problème. Hein. C'est pas toi le problème. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que si ta boîte fait des podcasts et que les salariés ne les écoutent pas,
Bah, les clients, la réponse, elle est vite, c'est vite vu. Hein. Si les salariés n'écoutent pas, la boîte, les clients ne vont pas écouter. Une boîte, je ne peux pas la nommer, mais pour qui je travaille, il y a 75 000 salariés. 75 000 salariés. Tu vois ce que ça fait? C'est 2 stades de France, quasiment. Enfin bon, c'est un stade de France plein à craquer. 75 000 salariés. La chaîne YouTube, il y a combien d'abonnés? 3 000. Même les salariés de la boîte, ils ne s'abonnent pas à la chaîne YouTube de l'entreprise. Et pourtant, les vidéos, elles sont super sympas. Elles sont drôles, elles sont divertissantes, elles sont décalées. C'est pas la vidéo technique qui dure 4 heures, quoi. C'est des vidéos de 5 minutes qui abordent un petit point avec un peu d'humour, un peu de. Et il n'y a que 2000 abonnés à la chaîne. Si tes salariés ne s'abonnent pas, comment tu veux que les clients ils s'abonnent? Et quelle image tu donnes à un nouvel embauché ou un client qui dit, ah tiens, bah, je vais regarder la chaîne YouTube de la boîte, ils disent, ah ben, il n'y a que 2000 personnes. Ça fait quand même un mauvais effet. On prend la même boîte, le concurrent de cette boîte française aux États-Unis, bah, tous les salariés sont abonnés. Donc il y a 50 000 abonnés. Et le fait que les salariés suivent la boîte dans les réseaux sociaux, ça s'appelle le employee advocacy. Vous connaissez ce terme? Employee advocacy. C'est le fait que les salariés s'abonnent aux chaînes YouTube, like les Insta de l'entreprise, suivent, like les anonymat quand même, like les messages LinkedIn de la boîte. Et il y a plein de salariés, principalement français, qui disent « Ah non, non, mais moi je ne veux pas faire ça. » Tu es salarié d'une boîte qui te donne un très très bon salaire tous les mois. Explique-moi pourquoi tu ne veux pas liker le post LinkedIn. Non, mais parce que ça me gêne. Ça te gêne de quoi? Tu es payé ou tu n'es pas payé? Et beaucoup de personnes me disent, alors je ne sais pas ce que vous en pensez vous, jeune génération, beaucoup de personnes me disent que ce que je demande de faire aux salariés, donc de suivre de faire de l'employé advocacy, c'est une espèce de, alors, je ne veux pas utiliser ce terme-là parce qu'il est trop fort, de contrainte, de soumission, c'est inacceptable de demander aux gens de faire quelque chose. Moi, je trouve qu'un like, c'est quand même pas compliqué, dur, ça n'implique pas 3 générations de ton nom de famille en disant ah, il y a 4 ans, tu as liké le post d'une entreprise qui. Ok, hein, on fait tout un drame de ce truc-là. Pour moi, je ne vois pas où est le problème. Je ne sais pas si vous voyez un problème là, mais il y a plein de salariés qui disent non, moi, je ne likerai pas le fil Twitter ou le fil machin de l'entreprise. C'est une question de principe. Et quand je leur réponds, et votre salaire, c'est une question de principe Et là, ils s'offusquent et ils disent que je suis un barbare, un dégénéré, un digital intox. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je pense qu'en tant que salarié, on se doit de faire de l'employé advocacy. Et par exemple, ta boîte qui fait des podcasts et toi, tu ne les écoutes pas, les clients ne les écoutent pas. Si tu as un client au téléphone et que par hasard, ce podcast pourrait l'intéresser parce que ça raconte un sujet intéressant. Tu peux même pas lui conseiller d'écouter le podcast que tu ne l'as pas écouté toi-même. Donc, c'est pas très productif. On fait un podcast pour dire qu'on fait un podcast, on suit la mode, ça y est, on a fait le podcast, ça y est, case coché, podcast. Livre blanc, on fait un livre blanc coché. Est-ce qu'on le distribue? Oh, ben non. Il faut faire des blogs, on fait un blog, case coché. Il faut un compte Instagram, case coché. Mais si c'est pour cocher des cases et pas toucher les gens qui comptent, ça n'a pas grand intérêt. Et donc, cette fameuse aporie se résout par la qualité de la communication que vous faites et de l'attention que vous allez pouvoir retirer. C'est exactement le contraire de, attention, ça. Les fameux clickbait en anglais et putaclic en français. On a tous les 10 méthodes marketing à connaître. J'avoue, j'ai cliqué. Et derrière, c'est la merde. C'est des trucs vieux d'il y a 50 ans, sans aucun intérêt, qui sont complètement nuls. Les 5 raisons qui vont vous faire abandonner, je sais pas quoi, l'eau déviant. Et la 3e va vous choquer. On clique tous, on est bêtes, on clique tous. On clique et puis une fois qu'on lit le truc, on se dit mais c'est vraiment n'importe quoi. Si vous n'êtes pas trop con, c'est vraiment n'importe quoi. Et
Bah, j'espère. Il y en a qui, après, et c'est comme ça que vont démarrer des fake news, et c'est comme ça que vont démarrer des personnes qui sont un peu complotistes. Des personnes vont croire que, effectivement, dans l'eau déviant, il y a un rat qui a pissé sur les emballages, et du coup, ça a contaminé 800 litres d'eau déviant, et donc il faut surtout pas boire de l'eau déviant. Ça sent la fake news à plein nez. Donc, vous allez dire, oh, reste à prouver, reste à machin, reste à truc. Et d'autres vont dire, ah, mais c'est dingue, il y a des rats qui font pipi sur les bouteilles d'évian, et c'est comme ça qu'on va attraper, je sais pas quoi, telle maladie, telle maladie, telle maladie. Vous avez vu cette rumeur aussi, ça vous a touché, des seringues de toxico qui seraient dans les cinémas, et quand on s'assoit sur une place de cinéma, on risque de se piquer avec la seringue d'un toxico qui est venu se shooter au cinéma, et donc il faut faire très attention avant de s'asseoir au cinéma. Il y a plein de gens qui y croient. C'est bien sûr, c'est une fake news totale. Il y en a des centaines de milliers, on ne va pas les faire ici. Mais voilà, ça c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Tout ce qui est ici, c'est, regarde, 5 dispositifs pour financer sa reconversion dans le digital. C'est tout mauvais. 5 conseils à éviter. Se reconvertir comme data engineer pour valoriser les données des entreprises. Vas-y, reconvertis-toi en data engineer, que je rigole. YouTube, vous pouvez désormais générer des revenus à partir de 500 abonnés. Oui, 1 euro par mois. Mais donc, ça ne va pas suffire pour tourner tes vidéos. Et les marques qui font beaucoup, beaucoup de mal, c'est des marques comme Outbrain. Il y en a plein d'autres, hein, il y en a 5-6, qui sont spécialisées en contenu putaclic juste pour faire de la pub. Et ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est le contraire de ça. C'est avoir des idées et donner des bonnes idées. En voilà une très bonne avec L'avenir t'appartient, fonce, avec un vieux bouquin de Lena Situation qui doit être des années 2020, je pense, 2019-2020. Qui l'a lu ce bouquin? 4 personnes. Très intéressant. Bouquin de développement personnel, super personne. Et quand elle fait un bouquin, c'est un bouquin qui a un réel intérêt. Et comme il a un réel intérêt, ben, il a été réellement lu. C'est les meilleures ventes 2020-2021 de tous les bouquins. Devant le concours, devant tout ça, c'est les meilleures ventes de bouquins. Donc, ça prouve que quand on a quelque chose d'intéressant à dire, les gens nous lisent. Et même les jeunes achètent des bouquins. Donc, quand on dit les jeunes sont derrière leurs écrans, ils sont complètement décérébrés, ils sont incapables de lire un livre. Si le livre est intéressant, ils sont capables de lire un livre. Donc, il est 9h58. Allez, on en est là. Une petite définition. Je vous ai mis au tableau les mots importants pour ce cours. Une petite définition de la content stratégie. C'est ce qu'il faut faire pour attirer, acquérir, engager l'audience avec un contenu de qualité. Je vous ai mis une pub que j'aime bien, je ne sais pas si on en a déjà parlé, une pub d'un magasin. C'est une pub, on la retient, on retient le nom du magasin, ses distances. Le truc est à la fois marrant, ça a un lien avec le sport, et donc voilà du bon contenu. Quand on fait un contenu comme ça, bah, c'est sûr qu'on va attirer des gens, et que si vous vous baladez dans les halles et que vous voyez le magasin à distance, parlez pas plus fort que moi quand même, que vous voyez le magasin à distance, bah, vous serez tenté de rentrer parce que le magasin est plutôt sympa. Donc voilà, plein de définitions. Le plus important, c'est ça, c'est la vue globale du monde du content. Donc, le point 1, on l'a démontré tout à l'heure, on est dans de l'infobésité. Malgré tout, cette infobésité, il faut quand même avoir une stratégie de contenu pour dire quelque chose d'intéressant. Et l'objectif, c'est de devenir une love mark. Une love mark, la définition, c'est un bouquin de Kevin Roberts, qu'on ne travaillera pas aujourd'hui, mais vous pouvez lire encore une fois avec la méthode Kratirov que je vous donne dans quelques instants. Une love mark, c'est une marque qu'on aime au-delà du raisonnable. Est-ce que c'est raisonnable d'acheter ça 1250 €? Est-ce que c'est raisonnable? Non. Mais comme c'est une love mark, on le fait quand même. Est-ce que c'est raisonnable d'acheter une écharpe en cachemire à 800 €? Est-ce que c'est raisonnable d'acheter une ceinture, un petit bout de cuir, à 900 €? C'est pas raisonnable du tout.
le prix du carré Hermès 90-90 en soie naturelle vient d'augmenter, il est à 540 euros. Est-ce que c'est raisonnable d'acheter un bout de tissu de 90 par 90 à 540 euros? Non, c'est pas raisonnable. Et pourtant, les gens se battent pour l'acheter. Est-ce que c'est raisonnable d'acheter le Kelly et le Birkin viennent de dépasser les 10 000 euros? Ils sont à 11 000 euros maintenant. Est-ce que c'est raisonnable d'acheter un sac à 11 000 euros? Ça, oui. Nadia dit oui, mais bon, c'est Nadia. C'est pas raisonnable. Et pourtant, les gens se battent pour le faire. Et si vous avez la chance d'avoir un Birkin à 11 000 euros, neuf, vous sortez du magasin, vous le vendez déjà 18 000, sans avoir rien fait. Le fait d'avoir un Birkin neuf, ça se monnaie 18 000 euros, parce que simplement le droit de l'acheter coûte aussi très cher. Il faut avoir un track record important. Donc, une love mark, c'est une marque qu'on aime au-delà du raisonnable. Donc, je vous fais la big picture en faisant 1, 2, 3, et après, je vous le fais 3, 2, 1 à l'envers. 1, 2, 3, c'est dans l'infobésité commune, on a trop d'informations. Il faut néanmoins avoir une stratégie de contenu qui permet à la marque de devenir une love mark. Et 3, 2, 1, pour être une love mark, la marque doit avoir une stratégie de contenu qui la fasse ressortir de l'infobésité. Okay. Donc c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On sort de l'infobésité, et cette infobésité, elle part du principe qu'il y a un FOMO. Je pense que vous savez ce que c'est que le FOMO, et puis le contraire de FOMO, est-ce que vous savez ce que c'est? FOMO, vous savez ce que c'est? C'est le fear of missing out. C'est la peur de rater une info. Ce qui vous fait faire de l'info snacking. Est-ce qu'il n'y a pas un message sur le groupe WhatsApp? Est-ce qu'il n'y a pas un message en SMS? Est-ce que j'ai pas reçu un mail de confirmation? Est-ce que j'ai une info du livreur Amazon qui est censé arriver? Est-ce que j'ai une info? Et donc, la peur de rater une information nous fait devenir FOMO, Fear of Missing Out. Et le contraire de FOMO, vous le connaissez? La joie de rater une information, c'est Joy of Missing Out, c'est JOMO. Et JOMO, par exemple, vous dites, tiens, je dois écrire une lettre à ma grand-mère, ou une lettre à mon père, ou une lettre d'amour, ou une lettre d'amitié, ou je dois faire une création artistique. Vous poussez tout, vous prenez votre feuille, votre crayon, vos crayons de couleur, vos pinceaux, ce que vous voulez. Pendant une demi-heure, vous vous concentrez sur votre truc. Vous avez fait un beau texte, une belle œuvre, un machin. Vous le mettez sur pli, vous l'envoyez à quelqu'un que vous aimez. Et là, vous reprenez vos téléphones mobiles et vos ordinateurs et vous apercevez qu'il y a plein de mecs qui sont arrivés, mais 5 qui se contredisent déjà, donc vous pouvez virer les 5. Il y a eu plein de discussions sur WhatsApp pour savoir où est-ce qu'on allait dîner ce soir. Des gens qui disent, et si on allait là? Non. Et si on allait là? Non, c'est trop cher. Non, ça pue. Non, c'est pas bien. Non, c'est de la mauvaise bouffe. Bam, 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 bam. Et finalement, la décision, c'est on va dîner chez un tel. Et donc, vous arrivez à la fin de la discussion, ce n'est pas la peine d'avoir pris part à toute la discussion, et c'est ce qu'on appelle le JOMO, Joy of Missing Out. Vous avez raté, mais ça fait plaisir, vous avez raté toutes les discussions, et vous arrivez à la conclusion, où est-ce qu'on se retrouve ce soir à 20h, quand on sort de cours, hein, on a décidé ici. Mais les 30 messages vous ont été épargnés, vous arrivez à la conclusion. Donc c'est ça le JOMO, Joy of Missing Out. Et donc, tout ceci se détaille comme ça. Donc, l'infobésité, c'est le fameux FOMO, JOMO. Vous connaissez la maladie qui s'appelle la nomophobia. C'est les gens qui ont peur. Je peux faire un test avec toi? Donne-moi ton portable. Voilà, il y a des gens qui, quand ils sont à 1 mètre de leur portable, Pas très serein. pas très sereins. Quand ils sont à 10 mètres, encore moins sereins. Si je l'éteins, et si je le mets dans une cage, là, il panique. Et c'est la nomophobia, c'est les gens qui ont du mal à se séparer du mobile, qui ont du mal à l'éteindre. Excuse-moi, je t'ai mis mes empreintes digitales dessus. qui ont du mal à l'éteindre, c'est les personnes qui ont peur de se séparer de leur mobile. J'espère que vous n'êtes pas dans ce cas-là, parce que c'est un peu dangereux, il faut savoir se séparer du mobile. Et moi, un des grands remèdes que j'ai face au mobile, c'est la montre. Parce que le fait d'avoir une montre connectée, ben toi aussi tu en as une, mais ça ne t'empêche pas de te séparer de ton mobile. Le fait d'avoir une montre connectée et bien synchronisée avec le mobile permet de complètement laisser le mobile de côté, parce qu'on sait que s'il y a un truc important, ça tombe sur la montre. Qu'on peut le voir comme ça,
et que si c'est vraiment très important, genre, il y a une info hyper importante, on s'arrête et on prend le mobile, mais si c'est une info de base, on la voit, puis on dit, bon, je traiterai ça plus tard. On n'est pas sans cesse à regarder, est-ce que j'ai une info, est-ce que j'ai une info. On les voit en temps réel, et si elle est importante, bah, à ce moment-là, on s'arrête pour prendre le mobile, sinon, moi, je passe des journées entières avec mon mobile. Là, je m'en sers que pour avoir l'heure, là, je vois qu'il est 10h32, je m'en sers que pour avoir l'heure sur mon mobile. Mais je passe des journées entières avec mon mobile dans le sac et je m'en sers 2 fois. Je le prends 2 fois parce que sur la montre, j'ai vu qu'il y avait un truc important. Donc, j'ai réussi à me séparer de mon mobile, mon iPhone, grâce à l'Apple Watch. Alors, on dit, c'est une addiction contre une autre. Chacun son point de vue, mais en tout cas, pour moi, ça a bien marché. Donc voilà, ça on en a parlé, donc c'est tout le côté infobésité. Tout le côté qu'on va voir ensemble, c'est tout ce qui fait la stratégie de contenu. Donc du storytelling, des newsletters, le UGC, ça veut dire User Generated Content. C'est quoi le UGC, User Generated Content? C'est quand vous demandez à vos utilisateurs de faire du contenu pour vous. Donc typiquement, écrivez-moi une review, écrivez-moi un avis, envoyez un avis. Et donc, l'avis d'un utilisateur, par exemple sur Amazon, ben, les avis sont très, très, très lus, plus lus que la description de la marque. Donc, c'est du UGC. Le KOL, je pense que vous devez absolument connaître ce terme de KOL, c'est Key Opinion Leader. C'est le terme, le nouveau terme pour désigner les influenceurs. Influenceurs depuis Booba et depuis cet abruti de, comment il s'appelle, une nana un peu dingo. Bershka, non, Bershka, c'est une marque de fringues. Berda, ça vous parle, Berda? J'ai oublié son prénom, Berda, c'est la chef d'un réseau d'influenceurs qui faisait, mais n'importe quoi. Magali Berda, t'as raison, c'est ça, Magali Berda. Une tarée totale qui lançait les influenceurs, allez tous à Dubaï, vous faites de la pub pour la pilule anticancéreuse, la médecine, faites pleine médecine. Moi, je me suis fait refaire les fesses, enfin, n'importe quoi, des influenceurs, mais n'importe quoi. Booba est arrivé là-dessus, il a dit c'est des influ-voleurs. Merci Bouba. Et du coup, il y a eu une loi, et cette Magali Berda, maintenant, elle a fait faillite, et c'est justice qu'elle fasse faillite. Les influenceurs de Dubaï sont en train de revenir doucement en France en disant ah, finalement, quand on est malade, la Sécu, c'est pas mal. Hein, et puis, on est quand même bien soigné en France, et puis on est protégé, et puis il y a le chômage, parce que moi, je fais plus de vidéos, mais j'ai pas de chômage. Bah, oui. Tu as pris de la thune pendant 2 ans, donc maintenant, bah, tu n'as pas de chômage. Donc, le terme influenceur est devenu un peu péjoratif aujourd'hui, donc on préfère le terme de KOL, Key Opinion Leader, et on a en France quelques très très gros KOL avec Inoxtag et son fameux Kaizen, avec Squeezie, avec Magla, avec Lena Situation, avec ce genre-là, qui sont plus des Key Opinion Leaders que des influenceurs au sens strict du terme. Mais on parle toujours de marketing d'influence, parce qu'en anglais, le influence marketing passe très bien, mais c'est vrai que le terme d'influenceur, tout court, n'est pas terrible. Donc retenez ce terme de KOL, Key Opinion Leader. Bah, la définition, c'est tout simplement un influenceur éthique. C'est un influenceur qui ne dit pas n'importe quoi. Il est interdit de faire de l'influence sur les crypto-monnaies. Il est interdit d'enregistrer une vidéo en disant ah, j'ai acheté telle monnaie et je me suis enrichi de temps. C'est totalement interdit. Parce que ça pousse les gens à acheter ça. Et il suffit que je sois, si vous connaissez un influenceur fort dans les crypto-monnaies du style Usher, pour ceux qui connaissent ce type-là, enfin, pas Usher, Asher, excusez-moi, Usher, c'est autre chose. Asher, je crois que c'est un Corse qui s'appelle, j'ai oublié son nom officiel, mais donc Asher, c'est une grosse chaîne YouTube de crypto-monnaie, et il suffit qu'ils disent acheter du XYZ, lui, il en achète avant son live, il en achète à 1 centime, il dit achetez tous du XYZ, comme il dit achetez tous, et qu'il y a 100 000 personnes qui vont en acheter, on va passer de 0,1 centime à 3 euros du cours. Lui, il revend tout à 3 euros.
et ça se récasse la gueule derrière à 2 centimes. Donc, au passage, s'il a investi 1 million, il a gagné 30 millions. Et donc, ça, c'est strictement interdit. Les influenceurs sur les crypto-monnaies sont strictement interdits, tout comme les influenceurs sur les placements boursiers sont aussi strictement interdits. Et donc, on a tout ça que l'on peut faire. On va pas passer tout ça en détail parce que ce serait beaucoup trop long, mais retenez cette liste de choses. C'est tout ce qu'on peut faire pour faire une bonne stratégie de contenu. Et l'objectif, c'est de devenir une love mark, donc une marque qu'on aime au-delà du raisonnable. Moi, je vous ai donné mes 2 love marks, c'est Hermès et Apple, mais chacun a ses love marks. Pour d'autres personnes, ça peut être Apple et Patagonia, pour d'autres, ça peut être North Face, pour d'autres, ça peut être petit test. On n'est pas assez nombreux pour un test, mais c'est pas grave. Qui est-ce qui a un sèche-cheveux Dyson? Ah, tiens, je suis sûr. Et les gars, un sèche-cheveux à 500 balles. C'est pas fou, ça? Qui est-ce qui a un aspirateur Dyson? Vous êtes trop jeune. Oh, 2 aspirateurs Dyson. L'aspirateur à 1000 balles. On rêve. Et Dyson, c'est pour certaines personnes, pour moi, ça me fait rire parce que je trouve ça, mais c'est mon point de vue perso, hein, je ne vous juge pas. Je trouve ça ridicule. Vous êtes des nazes. Non, je trouve ça ridicule, mais comme d'autres personnes peuvent trouver ridicule que j'achète un téléphone à 1200 balles ou que j'achète une ceinture chez Hermès à 800 balles. C'est le même ridicule, mais chacun sa love mark. Si pour vous, Dyson, c'est une love mark, eh ben, on va l'aimer au-delà du raisonnable. Et si pour moi, Hermès est une love mark, ben, je vais l'aimer au-delà du raisonnable. Et c'est normal qu'on n'ait pas le même âge, on n'est pas du même milieu, on n'a pas la même éducation. C'est normal qu'on n'ait pas les mêmes love marks. Tout à fait normal. Donc, une love mark, c'est on devient une love mark au fur et à mesure quand on est passé par les différentes strates de communication de la marque. Donc, je regarde ce que j'ai d'important à vous dire encore. Tout ça, on l'a revu, c'est la différence entre Coca et nos amis de chez Red Bull. Alors, un petit fondamental, ça, c'est pas grand-chose, mais ça va vous aider. C'est quoi le contenu? Voilà, c'est tout simple, le contenu, quand on retombe à la base, quand on regarde la base, le contenu, c'est et c'est super, super, super important. S'il y a une qualité que vous devez développer, c'est celle de savoir écrire. Tu peux savoir écrire sans faute, parce que ça, n'importe quel IA vous corrige et vous écrivez tous sans faute, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais savoir écrire, l'accroche qui tue. Et ça, l'IA, elle ne sait pas faire. L'accroche qui va, pour vos clients, hein, pas pour n'importe qui, pour vos clients, le titre qui fait que vous appelez les gens. Les gens disent ah, mais je veux savoir ça. Et ça, c'est un art, qui se travaille. Hein. C'est ce qu'on appelle du copywriting. C'est pas du copyright avec un R du droit de copie, c'est du copywriting comme le verbe écrire, W-R-I-T, je crois, I-N-G. Copywriting, c'est le fait de savoir écrire et d'avoir la bonne tournure qui fait que les gens aiment votre texte. Ce qui tombe bien, c'est que si vous voulez être référencé par Google, Google est un moteur qui aime le texte. Si vous voulez que votre page soit mieux référencée que celle de vos concurrents, pour vous le faire simplement, il suffit que vous mettiez 2 fois plus de texte que votre concurrent. Alors, pas du texte à la con, hein, du texte intelligent, du texte qui fait sens, du texte qui aide le lecteur. Et si vous faites ça, Google va manger votre texte, va analyser votre texte, et comme il y a plus de texte chez vous que chez votre concurrent, il vous mettra devant votre concurrent. Donc le texte, c'est vraiment la base, je ne le dirai jamais assez, le texte. Savoir écrire, faire une école de journalisme, savoir écrire, savoir formuler les choses d'une manière très attractive, c'est une qualité énorme dans ce monde digital d'aujourd'hui. La deuxième chose du contenu, c'est la photo, les images. Et là, si vous faites du contenu, si demain vous vous lancez dans du contenu, il faut des images de qualité, et ça, c'est le drame de l'image de qualité. Tout le monde pense qu'il est photographe parce qu'il a un iPhone et qu'il est capable de faire une photo. Non. Photographe, c'est un métier.
Alors, il y en a qui sont parmi vous très doués pour la photographie, j'en suis sûr. Mais si vous n'êtes pas très doué pour la photographie, c'est-à-dire que si tout le monde ne vous dit pas « Ah, mais tes photos, elles sont géniales », c'est simple, vous n'êtes pas doué pour la photo. Il faut le prendre comme ça. Et donc, quand vous ferez des sites Internet, etc., mettez des photos de professionnels. Des professionnels de la photographie ne sont pas chers du tout, ça coûte à peu près 70 € à 100 € la photo. Pour 100 €, vous avez une photo d'un photographe. Donc là, je vous ai mis une photo historique de Douaneau sur le baiser de Paris. C'est une photo historique et importante. Donc, faites appel à des banques d'images et surtout, ne faites pas faire vos photos par Midjourney, par Dali, par machin. On voit l'IA à 3 km. Donc, au début, ça a marché, tout le monde s'est éclaté à faire Midjourney, fais-moi une photo d'un homme qui serait sur un lampadaire et qui tiendrait un drapeau français et qui en même temps aurait un iPhone à la main et serait en train de pleurer. Donc, il fait ça très bien, mais tout le monde voit que c'est une photo d'IA. Donc, faites faire des photos par un vrai photographe, payez-le réellement pour qu'il puisse gagner sa vie et vous aurez de très belles photos parce que Internet, c'est aussi des photos. Attention, écoutez-moi bien, conseil pour toute votre vie. Une photo ne doit jamais avoir le nom IMG 842.jpg. Une photo, elle doit toujours, dans son nom de photo, avoir une description de ce que c'est. Deux inconnus s'embrassent devant l'hôtel de ville, .jpeg. Oui, mais c'est obligatoire. Parce que quand tu mets ta photo sur Internet, Google qui regarde les photos, lui, il sait pas voir les photos. Il regarde le titre de la photo. Et si c'est le cas le plus stupide, regardez sur tous les sites de vos entreprises comment s'appelle le logo de l'entreprise. Généralement, logo.png. Donc, imaginez Google qui voit les 2 milliards de sites Internet qui existent. Combien de fois il a logo.png? Peut-être 1 milliard de fois. Du coup, quand tu lui dis trouve-moi le logo de votre entreprise, il ne sait pas lequel c'est. Donc, il dit logo.png, pour moi, ça ne veut rien dire. Alors, il sait qu'il a pris votre logo sur votre site, donc il peut refaire les choses. Mais si votre entreprise s'appelle ABC, mettez ABC-logo blanc, bleu, vert, jaune, .png, et là, Google pourra dire que c'est votre logo. Donc, les images ne doivent pas s'appeler IMG 842.jpeg, PNG, SVG ou n'importe quoi. Elles doivent s'appeler d'un vrai nom. C'est hyper important pour être référencé par Google. Donc, une image est super importante. Et puis, dernier point, c'est aussi, bien sûr, et de plus en plus aujourd'hui, des vidéos et de plus en plus de vidéos au format portrait et de moins en moins format paysage. Donc, de plus en plus de vidéos carrées, vidéos portrait et des vidéos courtes. C'est la TikTokisation du monde. C'est TikTok qui a introduit ces vidéos très courtes et qui, il faut bien l'admettre, nous rend complètement addictifs. Plus la vidéo est courte, plus on a envie d'en voir. Dès qu'il y a une vidéo longue sur TikTok, la vidéo longue est un moyen d'arrêter TikTok. Enfin, de dire, bon, j'en ai assez vu, je ferme l'application. Tant qu'elles sont courtes, on dirait 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, génial, je défile. Dès qu'il y en a une de 3 minutes, c'est un déclencheur pour quitter TikTok. Donc, bien sûr, TikTok n'a pas envie qu'on le quitte. TikTok a envie d'avoir votre attention, la fameuse day trading attention. Donc, TikTok a envie d'avoir votre attention. Donc, dès qu'il y a une vidéo longue, il fait super gaffe avant de vous la proposer parce qu'il dit si je la propose et qu'il me quitte parce que la vidéo est trop longue, c'est un danger. Donc, d'abord, on va vous donner une bonne dizaine de vidéos très courtes. Après, on va vous tester sur une vidéo longue. Ah non, il ne supporte pas les vidéos longues, il s'est barré. Et donc, la prochaine fois, au lieu de vous donner 10 vidéos courtes, on vous en donnera 20. Et à la 20e, une vidéo longue. Et si vous partez, la prochaine fois, ce sera 30 vidéos courtes parce que TikTok a un algorithme qui est une merveille d'algorithme. Il n'y a pas mieux que l'algorithme TikTok. TikTok va être en vente bientôt aux États-Unis. Ils vendent les utilisateurs, le nom, mais pas l'algorithme. Ce qui fait que celui qui va acheter TikTok, il va avoir, je ne sais pas combien d'utilisateurs TikTok aux États-Unis, admettons 70 millions. Il va avoir 70 millions d'utilisateurs. Il va avoir le nom TikTok pour les États-Unis.
Et derrière, il va falloir qu'il se débrouille. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a pas d'algorithme. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'il réinvente. C'est pour ça que personne veut reprendre TikTok, parce que sans l'algorithme, TikTok ne vaut rien. Sans l'algorithme, TikTok, c'est YouTube. Enfin, c'est les shorts, c'est-à-dire les shorts de YouTube, ou les reels de Instagram. Ok, donc c'est des vidéos, de plus en plus de vidéos, donc il faut vraiment apprendre à faire des vidéos. Qui est-ce qui sait monter une vidéo? Si je vous donne une vidéo de 10 minutes, je vous demande de m'en faire 3 passages de 30 secondes avec un titre, un sous-titre, avec les commentaires, avec des petites animations. Qui est-ce qui sait faire ça? Toi, tu sais faire? Tu sais faire? Vous devriez tous savoir éditer une vidéo. Super important. Il y a des logiciels gratuits pour faire ça. Donc, sur Mac, c'est iMovie. Bien sûr, après, il y a des logiciels plus professionnels qui permettent chez Adobe, Premiere. Dites bien Adobe, dites pas Adobe. C'est les Français qui disent Adobe, dites bien Adobe. Donc, il y a plein de logiciels chez Adobe qui permettent de faire Adobe. Yes. C'est comme si tu disais Oui, je peux français. FBI pour FBI. Tout le monde dit FBI. Tout le monde dit Adobe. Donc, on doit dire, enfin, on doit dire, chacun dit ce qu'il veut, hein, mais les gens qui connaissent disent Adobe. Donc, faites-vous un petit stage. Je ne sais pas si. Je pense pas que Canva permette de monter des vidéos. Je me trompe peut-être, j'ai un petit doute. Hein, il ne permet pas de faire de l'édition de vidéo. Je ne sais pas quel logiciel en ligne fait de l'édition de vidéo. Moi, je fais tout sur iMovie. CapCut, bien sûr, CapCut, fantastique. CapCut, filiale de TikTok, qui fait ça super bien. Alors, uniquement dans certains formats, ça ne permet pas de tout faire, mais pour monter des vidéos de réseaux sociaux, CapCut est génial. Super facile, très intuitif, vraiment génial. Donc, vous devez tous au moins savoir faire ça pour faire votre propre promotion, la propre promotion en interne de vos produits. Et après, quand ça marchera bien, vous passerez à l'externe. Donc, différentes informations. Le brand content, c'est la bonne publicité. La marque produit des contenus. Content is king. Est-ce que vous savez qui a dit ça? Content is king. Et en quelle année? C'est très, très vieux. C'est quelqu'un que vous connaissez tous. Moi, c'est mon idole de jeunesse. C'est Bill Gates, qui ne travaille plus chez Microsoft, qui a sa fondation avec sa femme Melinda, même s'ils sont séparés. Et il dit Content is king en 96, je crois. 96. Dès 96, quelques années après l'invention de l'email et au tout début des sites Internet, Bill Gates avait déjà compris que le contenu était quelque chose d'extrêmement important. Puis après, il y a quelque chose d'autre qui arrive, c'est Context is God. C'est pas le tout d'avoir le bon contenu, mais il faut le proposer à la bonne personne au bon moment. Du coup, le contexte est important. Donc, c'est quoi le contenu? C'est soit des UGC, User Generated Content, donc retenez bien ce terme, soit des influenceurs, des KOL, soit des artistes ou des experts que vous pouvez mobiliser pour faire tout ça. Ça, c'est intéressant, ça date de 2017. Je ne vous dis pas qui est l'auteur, mais avant, une marque faisait de la pub. Aujourd'hui, elle fait des événements, elle fait des concerts, elle fait des invitations, elle fait des films, elle fait des livres. Il y a des marques qui font des livres, aussi bizarre que puisse paraître. Est-ce que vous connaissez ce livre? Ce livre, c'est le livre de chez Dior qui s'appelle Lady. C'est un livre écrit par des gens de chez Dior. C'est un livre chez Gallimard, c'est un livre qu'on peut acheter dans une librairie. C'est un livre qui parle du sac Lady, le sac Lady que portait Lady. Donc, on a vu plein de choses sur les big picture. Un petit coup d'historique. Le premier, retenez ces deux noms. Le premier à faire du brand content ou d'une stratégie de contenu, c'est une marque de tracteurs américain qui s'appelle John Deere, qui crée un journal qui s'appelle The Furrow, ça veut dire le sillon, et donc il existe en français. Donc c'est en 1875, je crois que c'est comme ça, j'ai pas là c'est un exemplaire d'août. Le premier, non, 1897, donc retenez The Furrow par John Deere, les tracteurs, qui est un journal d'information pour agriculteurs, qui ne parle pas de tracteurs. Eux, ils vendent des tracteurs, les gros tracteurs verts qui valent 500 000 € le tracteur. Ils ne parlent pas de tracteurs dans The Furrow, ils donnent juste
des conseils agricoles pour les agriculteurs. Et il n'y a pas marqué, c'est Buffalo, donc le sillon, un journal pour les fermiers américains. Bon, alors, il parle de John Deere à l'intérieur, mais c'est pas une pub pour John Deere. Donc, ça, c'est le premier exemple de brand content qu'on connaisse. Donc voilà, de Fleuro, on s'en fout. En français, ça prend le nom de Le Sillon. Et c'est un magazine de John Deere. Et l'exemple français, c'est le guide Michelin, le guide rouge, le petit livre rouge, le guide rouge. Au début, le livre rouge était offert à toutes les personnes qui achetaient des pneus. Parce que la problématique de Michelin, c'était que les gens changeaient les pneus quand ils avaient roulé 1000, 2000 km. Mais les gens ne roulaient pas en voiture. Ils avaient une voiture, c'était un objet statutaire, ils changeaient les pneus, et après, ils ne roulaient pas. Ils faisaient le tour du pâté de maison, où ils allaient chez tante machin, ils allaient chez machin. Et donc, on a publié, Michelin a édité, en 1902, a édité le guide rouge avec le château de Versailles est super intéressant à visiter. À Rambouillet, il y a une auberge super sympa. Et ils donnaient des buts de visite pour que les gens prennent leur voiture, aillent faire ces visites et, au passage, usent les pneus. Donc, au départ, le livre rouge le guide Michelin était juste une liste d'objectifs de visite pour que les gens usent les pneus. Et ça a marché puisque les gens qui avaient le livre rouge roulaient 2 fois plus que les gens qui n'avaient pas le livre rouge. Et donc après, c'est devenu le guide Michelin avec des restaurants, etc. Mais on va pas épiloguer. Donc retenez The Furrow de John Deere et le guide rouge de Michelin. Bien sûr, le GOAT, nos amis de chez Red Bull, qui font plein de choses. Et puis après, plein d'exemples avec Pirelli qui fait des calendriers, etc., etc. Je regarde ce que je vais vous montrer d'intéressant. Ah, un ancien de GEM qui s'appelle Selim Nederhofer, qui écrit le guide du copywriting. Donc, très intéressant à lire. Vous l'avez eu en prof, non? Il donne des cours à GEM. Alors, je ne sais pas s'il donne des cours dans votre section. Donc, c'est un ancien de GEM qui est spécialisé en copywriting. Il a fait un nouveau livre, je ne l'ai pas mis ici, qui est Les mots magiques. Et l'épigraphe, donc comment ça s'appelle? La phrase qu'il met en exergue, la phrase qu'il met en exergue pour son livre, Le guide du copywriting, écoutez bien, c'est une citation de Colette qui dit la chose suivante: avec les mots de tout le monde, écrire comme personne. Et c'est ça le copywriting, c'est les mots de tous les jours que tout le monde comprend, mais avec les mots de tout le monde, avec les mots de tous les jours, on doit écrire comme personne, on doit avoir un style qui fait que les gens soit sont intrigués, soit ils sourient, soit ils sont intéressés. Et si vous voulez intéresser quelqu'un, la meilleure manière d'intéresser quelqu'un, c'est de raconter une histoire. Je ne sais pas si vous regardez parfois les conférences TED, les TED, les TEDx. C'est des conférences qui systématiquement commencent par une anecdote, commencent par un petit moment émotionnel, personnel. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup souffert de ça, ça et ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis médecin, machin, ou que je suis ophtalmo, ou que je suis prof pour les enfants dyslexiques, ou que je suis ça. Et donc, ça, c'est une storytellisation d'une entreprise, et c'est ce que font très bien les conférences TED. Retenez cette citation avec les mots de tout le monde, écrire comme personne. Bon, mes mots favoris, mon best storytelling, c'est Jules César, Veni, Vidi, Vici, voilà, en 3 mots. On raconte une histoire, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Fin de l'histoire. Retenez ce truc-là aussi, pour le copywriting. No story, no business. Je me souviens avec